Le dernier prince du royaume déchu de Brioche est à la recherche d'un moyen de mettre fin à sa triste vie. Une silhouette sombre rencontre son état à moitié mort, commentant sa misère après qu'il soit devenu responsable de la disparition de son propre royaume. Il y a 10 ans, il était accro au jeu d'argent et gagnait à tous les coups. Complètement perdu dans sa dépendance au jeu, il a refusé d'écouter le mage de confiance de sa famille pour partir plus tôt. Ses adversaires l'ont accusé de tricherie, ce qui a mis le jeune homme en colère et l'a poussé à renverser la table. Au lieu de manger une barre Snicker pour se calmer, il a fièrement révélé son identité en tant que troisième prince du royaume de Briol. Peu de temps après, il a tué les hommes et, plus tard dans la nuit, il a eu une réunion avec Yekaterina Ivarna Granzine, la princesse de l'Empire. Elle s'est disputée avec lui pour son arrivée, et ses excuses n'ont fait que la mettre plus en colère. Il l'a énervée, et dans un malentendu, elle a jeté par terre le collier qu'il lui avait offert. Yekaterina lui a dit de ne pas la contacter, laissant le prince se demander comment il pouvait s'excuser auprès d'elle. À leur insu, un espion avait entendu leur conversation. Le lendemain, il avait déjà fait son mouvement, ce qui a provoqué l'effondrement des relations entre l'Empire et le royaume de Brioche. Les conflits entre eux ont augmenté et sont devenus plus instables que jamais jusqu'à ce qu'un jour, le jour du jugement dernier éclate pour le royaume de Brioche face à une invasion soudaine. Les portes ont été incinérées sous ses yeux, et la guerre avait maintenant officiellement commencé. La guerre a continué pendant plusieurs années, sans fin et brutale, fauchant la vie de nombreuses personnes. À l'époque, l'homme le plus redouté du continent, Fior Briol, a mystérieusement disparu. En raison de sa disparition, les tables se sont inversées en faveur de l'Empire. Avec le déclenchement de la guerre, Yuri a commencé à croire que c'était la princesse impériale Yekaterina qui l'avait trahi et avait transmis des informations secrètes. Au moment où son père a quitté la nation, l'Empire a fait son mouvement et a déclenché la guerre. Au début, Yuri voulait croire qu'il avait tort, que la princesse n'était pas responsable du bain de sang qui était arrivé à sa famille. Mais lorsqu'il a reçu une note d'excuse de sa part, ses sentiments ont sombré davantage dans le désespoir. La guerre a continué. Il s'est battu pour sa vie, abattant de nombreux ennemis sur son chemin. Épuisé et acculé, de plus en plus de chevaliers de l'Empire l'ont encerclé. Yuri avait déjà accepté sa mort et était prêt à mourir. Mais avant qu'il ne puisse le faire, un brave chevalier l'a protégé, bloquant l'attaque avec son corps. Laurent a fait son dernier acte de service afin que le prince puisse s'échapper. Même si Yuri voulait le sauver, il devait ravaler ses propres sentiments et s'enfuir pour le bien de son royaume. Quelques jours se sont écoulés et l'Empire le recherchait toujours. Yuri avait trouvé un abri pour se cacher, mais il était clair qu'il n'allait pas durer longtemps. À ce stade, le désespoir l'avait complètement submergé. Il accepta pleinement la réalité que son père devait également avoir été assassiné. À ce moment-là, un chevalier de l'Empire l'avait finalement localisé. Mais au lieu de mettre fin à l'héritage de sa famille, il a supplié l'homme de le laisser vivre pour le bien de sa famille. Le chevalier, au lieu de le tuer, a déclaré que l'Empire est destiné à récolter les conséquences de ses actes. Il a dit au dernier prince de courir car les autres approchaient. Yuri a couru une fois de plus, mettant l'accent sur sa vie, pariant sur la chance qu'il se venge un jour. Mais à la fin, tout le monde est mort. Il savait que rien n'allait se passer et qu'un jour, un chevalier viendrait aussi lui prendre sa vie. Et cela nous ramène à sa rencontre avec la mystérieuse silhouette sombre qui a dit à Yuri qu'il ne méritait pas le soulagement de la mort. Lui reprochant la mort de tout le monde, la silhouette sombre se démasque, révélant un guerrier zombie venu de l'enfer. Cet homme est en fait Laurent qui est littéralement mort en le protégeant, et pourtant il est ici maintenant pour tuer Yuri Brioli, l'homme qui est devenu responsable de la chute de son royaume. Sa lame perce le cœur de Yuri. Ce qui fait encore plus mal que de mourir, c'est le sentiment d'immense culpabilité que Yuri porte dans ses derniers instants, le plongeant dans un désespoir insondable. La dernière chose dont il se souvient, ce sont les chères paroles de son père de ne jamais abandonner son honneur. Alors que sa conscience s'estompe dans le noir, la prochaine fois qu'il rouvre les yeux, il n'est plus dans le même monde. Yuri Briol se réveille en état de choc. Seulement cette fois, c'est un enfant qui se fait gronder par son père car l'enfant a dormi pendant 3 jours entiers. Son père inquiet est assis à côté de lui, surveillant l'état de l'enfant. Trop de choses se passent en même temps. Yuri ne peut pas comprendre comment diable son père est encore en vie ni pourquoi il est ici pour commencer. Sombrant dans le désespoir, le garçon rétrécit et pleure la mort de son père juste après la sienne. Bien que le chef des Briel n'ait aucune idée de ce dont parle son enfant, Yuri saisit la main de son père et admet que ce n'est pas une fin incroyable. Car même si son père se vantait de son honneur, il avait lui-même beaucoup de secrets sombres. Trouvant les absurdités de son fils aussi ridicules que jamais, il frappe la tête de l'enfant, assommant Yuri. L'enfant est mis en larmes par cette forte claque, se demandant pourquoi son père ne peut toujours pas gérer sa fâcheuse habitude de frapper même en enfer. Il semble que Yuri soit pleinement convaincu qu'ils sont tous les deux en enfer en ce moment jusqu'à ce qu'une feuille passe et le choque dans tous ses sens. Son regard se porte sur la belle vue à l'extérieur alors qu'une réalisation stupéfiante le frappe. Ce n'est pas l'enfer car il ne peut pas être décoré avec une telle beauté de personnes pleines de vie. Car si c'était l'enfer, alors il y aurait d'autres pécheurs errant dans les environs, et de nombreux démons se moqueraient de Yuri pour la vie pathétique qu'il a menée,
devenant responsable de la disparition de son royaume. La réalité commence lentement à s'installer alors qu'il regarde son père et le reste de ses frères. Soudain, la vision de l'enfant recommence à vaciller, et il s'effondre, ce qui fait que sa famille crie son nom et s'inquiète. La vérité est qu'en ce moment, le troisième prince du royaume de Brial a régressé à l'âge de 13 ans. Parlons un peu de ses propres pensées. Pendant tout ce temps, Yuri a cru que c'était un rêve fou ou peut-être une sorte de déjà-vu qui le frappait à la fin de sa vie. Mais malgré avoir fait de son mieux, il n'a pas pu se réveiller de l'étrange rêve. De plus, le monde tel qu'il le connaissait n'a pas pris fin non plus. La vie a continué comme d'habitude, et les souvenirs qu'il avait autrefois oubliés refont surface dans sa vie actuelle. Il partage un dîner de famille normal et accepte l'avant-dernière issue de sa vie. Il est retourné dans le passé. Le même printemps où il a eu 13 ans, une seconde chance, une chance de tout corriger. Le lendemain matin, l'une des femmes de chambre vient aider le jeune maître à se réveiller de son sommeil. Yuri lui avait même demandé de le réveiller à temps, et pourtant il dort toujours comme une souche. L'enfant se réveille inquiet et choqué, réalisant qu'il est censé assister à son cours d'entraînement à l'épée. Il se dépêche rapidement de faire ses préparatifs, suppliant Ina de tout préparer pendant qu'il se lave. Il est dans un tel état de précipitation que même la femme de chambre Ina pense qu'il devrait se calmer un peu. Elle suggère de prendre les choses lentement en l'aidant d'abord à se laver le visage. Au fait, la voir vivante et en bonne santé à nouveau fait remonter des souvenirs vraiment traumatisants dans son esprit. Car dans la chronologie réelle, il a trouvé Ina massacrée parmi les autres. Le souvenir glaçant de sa mort le frustre encore. Se retournant pour s'adresser directement à elle, Yuri fait une demande étonnante. Il veut que sa femme de chambre le gifle comme il faut. Ina est à court de mots car son rôle est de le servir et de s'assurer qu'il va bien. Et le gifler signifierait aller à l'encontre de son rôle. C'est un grand crime pour un serviteur. Mais Yuri soutient qu'il lui donne des ordres directement, donc ça devrait aller. La femme de chambre est toujours inquiète et lui demande s'il est vraiment certain de sa décision. Le Yuri confiant est en train de terminer sa phrase lorsqu'une forte claque frappe son fichu visage, si fort que cela effraie même les oiseaux à l'extérieur. Imaginez à quel point ce serait drôle si elle le tuait par accident. L'histoire se terminerait ici. La scène avance rapidement vers les terrains d'entraînement. Et, oui, le visage de Yuri est gonflé comme un ballon. Il a oublié à quel point Ina était vraiment forte en tant que femme de chambre. Pendant qu'il s'entraîne à l'épée, même les spectateurs se moquent de son état. Au lieu de lui offrir une sorte de pommade pour apaiser le gonflement, Bro a fait rire tout le monde à sa place. Le plus drôle, c'est que Bernard, son professeur d'épée, ne remarque même pas que son visage est différent aujourd'hui. L'enfant note avec intérêt que son professeur ne commente pas la posture ou le positionnement imparfait de Yuri. Il nourrit simplement le garçon d'une expérience de combat sans l'éduquer avec des informations. Cela donne envie à Yuri de se demander comment ce type a fini par devenir professeur en premier lieu. Le troisième prince se souvient alors d'une réunion qu'il a espionnée entre Bernard et son père. Le professeur d'escrime se plaignait exclusivement du potentiel gâché de Yuri. Le gamin pourrait faire beaucoup avec son talent, mais il n'est pas sérieux dans son entraînement, sinon il a les bases pour devenir le meilleur guerrier de leur royaume. Il s'avère que Bernard est en fait un assez bon professeur. C'est vraiment juste le fait d'être un élève terrible qui l'a forcé à jouer ce rôle. Dans sa vie originelle, le jeune garçon ne pensait pas grand-chose de cette rencontre et est simplement devenu plus paresseux. Cela frustre la version actuelle de lui parce qu'il comprend les erreurs qu'il a commises dans sa jeunesse. Alors cette fois, Yuri s'adresse à son professeur et lui ordonne qu'à partir de maintenant, il apprendra correctement. Il est officiellement prêt à donner son 100% à chaque session. Le professeur d'escrime sourit, se demandant ce qui est soudainement arrivé au garçon, mais il est heureux d'entendre ces mots. Déchaînant une vague d'aura bleue palpitante, Bernard déclare le début de la vraie session d'entraînement de l'enfant. Ce faisant, il se précipite à une vitesse fulgurante et fait s'entrechoquer sa lame contre celle du jeune maître. Sentant qu'il n'a pas été clair dans ses paroles, Yuri se hâte d'empêcher le type de mettre fin à sa vie. Bernard retourne à sa place tandis que notre garçon se retrouve avec une expression horrible sur son visage. Il était tellement emporté plus tôt qu'il a complètement oublié quelque chose de vraiment important. L'homme débordant d'aura bleue et marchant vers lui était autrefois vénéré comme le démon de l'épée avant de commencer à servir le royaume. Et, eh bien, ça mouille le pantalon de Yuri, et vous pouvez voir la peur s'accumuler sur son visage. Après une séance d'entraînement atroce, le gamin s'effondre au sol vaincu et épuisé. Il venait de goûter à ce à quoi ressemblait une vraie séance d'entraînement. La seule raison pour laquelle il a même pu lutter contre son professeur à l'instant était à cause de son expérience de mercenaire dans la chronologie originale. Malgré la lutte pour sa vie, Yuri trouve de l'optimisme dans son entraînement. Bien sûr, ça lui donnait envie de se suicider, mais au moins il s'améliore énormément en cours de route. Le vrai truc, c'est en fait la réaction de Bernard lui-même. Il n'arrive pas à croire que le jeune prince ait pu bloquer chaque attaque. Son rythme d'amélioration est devenu magique au milieu de leur combat. Interrompant leur session, Ina ouvre la porte en claquant, haletante et demandant au jeune maître de venir avec elle. Yuri et Bernard sont alarmés d'apprendre que le roi demande son fils. Quand notre garçon demande ce qui cause tant d'urgence, il apprend que c'est parce que le comte Johannes a amené son propre fils pour les rencontrer. Au fait,
le fils du comte Johannes étant fait le même bâtard responsable de la trahison du royaume de Brial et de l'ouverture des portes à l'attaque de l'Empire. Goth Barkvar est un sac à pu traître, et maintenant il revient le hanter. S'adressant à sa servante, la voix de Yuri se remplit d'une froide détermination alors qu'il s'enquiert de l'emplacement des ordures. Dans la scène suivante, la famille partage un repas avec ses invités. Voyant le comportement digne du troisième prince, le comte Johannes est plutôt surpris et complimente même le physique du garçon. Le roi confirme cela et pense même que peut-être Yuri mange quelque chose de nouveau dans son régime alimentaire. Le comte Johannes répond en plaisantant qu'il devrait partager ce qu'il mange avec Goth, son propre fils. Le roi rend le compliment et loue l'intelligence de Goth. Mais, apparemment, son père ne pense pas la même chose et soutient que son fils manque dans de nombreux domaines. En parlant de cela, Goth semble être ébloui par le frère de Yuri, l'idolâtrant. Quant à notre garçon, il est occupé à le regarder avec désapprobation, forçant Goth à détourner nerveusement les yeux. L'autre frère de Yuri le sent et se demande si quelque chose s'est passé entre les deux, voyant comment ils ont une certaine tension conflictuelle. Ce qui est amusant, c'est la façon dont notre garçon admet avec désinvolture que ce gamin lui a poignardé dans le dos. En entendant cela, son frère se moque de Yuri Briol pour avoir laissé quelqu'un comme ça seul, surtout après qu'il l'ait trahi à un tel point. Il n'a pas tort, au fait. Il semble que Yuri est une dent contre Goth, soulignant comment le gamin se comporte comme s'il était de haute noblesse alors qu'en réalité il n'est qu'une mauviette. L'expression sur son visage n'a pas changé. De plus en plus énervé, Goth lui lance furieusement un regard noir, renvoyant la même énergie. Au lieu d'aggraver la situation, notre garçon décide de rester calme, se rappelant qu'il devrait gérer les circonstances intelligemment. Après tout, il n'est absolument pas question qu'il laisse ce bâtard ruiner à nouveau le royaume de Briol ou répéter les erreurs de sa vie passée. En parlant de cela, Yuri se souvient également s'être battu avec lui à peu près à la même époque dans sa vie originelle. Bien qu'ils aient eu une simple dispute, cela aurait pu être la raison qui a conduit Goth à trahir le royaume un jour. Dans la scène suivante, ils entrent dans le terrain d'entraînement où Yuri lui lance un bâton en bois, reconnaissant les compétences de Goth avec une épée. Le jeune homme minimise ses propres capacités jusqu'à ce que notre garçon lui rappelle que le royaume n'est pas connu pour produire des chevaliers faibles et étroits d'esprit. Goth ne sait pas vraiment d'où cela vient car il est loin de devenir un vrai chevalier de toute façon. Yuri lui rappelle directement que c'est son destin de le devenir un jour, il ne peut donc pas nier ce qui va arriver. Alors que Pipskik est en train de contrer ses mots, Yuri se lance à pleine vitesse, confirmant le début du duel. Brandissant l'arme la plus légendaire de tout l'univers, le bâton tout-puissant fait s'entrechoquer son bâton contre celui de Goth qui le traite de lâche pour l'avoir attaqué par surprise. Notre garçon n'a pas encore fini. Il démontre une excellente intelligence de combat en projetant de la terre directement sur le visage de son adversaire, aveuglant Goth et créant une ouverture. Le gamin ennuyeux en a maintenant fini d'être manipulé, rappelant à Yuri la manière honorable de se battre que les chevaliers respectent. Mais à son choc, Bro jette littéralement son épée sur le sol, ce qui est une manière abrégée de dire « Je n'ai pas besoin d'une arme pour te botter le cul. Mes mains suffisent pour le travail ». Se propulsant vers l'avant avec une démarche confiante, Yuri donne un coup de pied au gamin et le met à terre. Et dire que je pensais qu'on ne pouvait pas gifler quelqu'un avec un coup de pied. Tenant son bâton d'infini en bois de destruction à la main, il revendique la victoire sur Goth Barkvar, reflétant que ce même enfant a fini par devenir un traître qui a vendu l'honneur de sa famille pour aider la cause de l'Empire. Il dit carrément à Goth que son père est un homme incroyable, un chevalier respecté parmi le royaume. Une position comme celle-là existe pour une raison, et cette position pourrait un jour trouver son chemin vers le jeune garçon. Lui tendant la main, Yuri réfléchit que tout le monde a la fin de survivre dans la vie, mais il ne supporte tout simplement pas quand l'un de ses propres chevaliers est aussi faible que Goth. Cette fois, dans cette vie, il refuse de créer un maillon faible, y compris lui-même. Il répète sa question, se demandant pourquoi son père est devenu comte en premier lieu. Il ne veut pas que Goth réponde tout de suite. Il veut juste que le garçon réfléchisse à la même question chaque fois qu'il est dans une situation difficile. La situation se résout d'elle-même alors que Goth part sur une note positive. Quant au frère de Yuri, il est sacrément surpris qu'il ait gagné cette bataille, admettant ouvertement qu'il espérait que Goth gagnerait. Cela semble dur au début, mais rappelez-vous, à ce stade, Yuri est perçu comme un jeune maître insouciant et paresseux. Quoi qu'il en soit, le gamin est offensé, mais son frère lui rappelle rapidement que tout le monde connaît le troisième prince pour être un fauteur de troubles et un joueur, donc ce n'est pas vraiment une évaluation injuste. Agacé, Yuri déclare changer ses habitudes et alarme son frère d'arrêter de faire semblant ou de le taquiner. Voyant le regard surpris de Pikachu sur le visage de son frère, Yuri sourit taquin alors que son frère est incapable de comprendre ce qui lui est arrivé. Quelques jours ont passé. La séance d'entraînement infernale entre lui et Bernard s'est poursuivie. Le soir, notre garçon est complètement épuisé. Avec son entraînement à l'épée déjà en cours, l'instructeur recommande qu'il commence également à lui enseigner une méthode de mana. Yuri est ébloui et se demande s'il est sur le point d'apprendre la méthode de mana personnelle de Bernard, mais son professeur le déçoit rapidement en déclarant le contraire, croyant qu'il n'est pas prêt pour quelque chose comme ça. Au lieu de cela, il croit fermement que Yuri Briol devrait apprendre la méthode officielle Briol.
Le gamin ne sait pas pourquoi, mais Bernard se porte garant de la méthode de mana pour être équilibrée et efficace. Maintenant, voici le truc. Notre garçon a déjà maîtrisé la méthode Briole dans sa vie antérieure, il n'obtient donc pas vraiment de nouveaux gains en l'apprenant à nouveau. Sans parler du fait qu'il a atteint ses limites pendant son temps en tant que mercenaire. Voyant sa réaction frustrée, l'instructeur d'épée se demande si le troisième prince avait autre chose en tête. Le gamin réfléchit un instant et parvient à sa conclusion. Il veut que l'instructeur recommande un instructeur compétent de la garde royale pour lui enseigner. Ce n'est pas grave si cette personne n'est pas extrêmement compétente. Tout ce qu'il doit être, c'est un vivier de talents exceptionnels pour qu'il puisse apprendre d'eux. Après tout, malgré son expérience de mercenaire, il y a une technique que Yuri n'a pas pu maîtriser dans sa vie antérieure. Avec le mot potentiel en tête, l'instructeur réputé entre dans un état de contemplation. Enfin, il arrive à une réponse. C'est Jared, celui qui a le plus de potentiel de tous. Le nom Jared ramène une fois de plus le garçon avec un flot de souvenirs. Il a rencontré l'homme dans la guerre infernale de sa vie antérieure. À ce moment-là, il ne se démarquait pas comme une personne exceptionnelle ou quoi que ce soit. En fait, vous pourriez l'appeler pathétique au point où c'était un miracle pour lui d'avoir survécu à la guerre. Texte. Il s'est plaint à Yuri malgré son état pitoyable. Bien que même notre garçon pense que Jared devait posséder un talent naturel monstrueux, la réalité est cruelle. À cause de sa propre négligence, il ne s'est pas bien entraîné ni perfectionné ses capacités, et il n'a donc pas pu devenir puissant. Au moment où la guerre est arrivée, il était un désastre sanglotant, et c'est Yuri qui lui a donné de l'espoir. Ils avaient tous deux gaspillé leur talent au moment où la guerre les a frappés comme un camion. Et par camion, je veux dire camion-kun. Retour au présent, notre garçon est optimiste et décide de rencontrer Jared personnellement, le qualifiant de chevalier potentiel. En parlant de l'homme, il s'entraîne en ce moment, et Yuri espère appuyer sur un interrupteur pour s'assurer qu'il ne finisse pas par se décevoir à nouveau. Donc, dans la scène suivante, il se rend directement à l'académie d'entraînement de la garde royale pour rencontrer Jared. Voyant le jeune maître arriver soudainement, le chevalier supérieur se demande ce qu'il a amené ici. L'enfant déclare qu'il est venu les surveiller et a appris que les chevaliers travaillent très dur tous les jours. Notre garçon jette un coup d'œil par lui-même et aperçoit les stagiaires engagés dans un combat, se faisant face avec férocité. Mais de tous, il demande spécifiquement Jared qui ne semble pas être ici. Se conformant à sa demande, le chevalier supérieur indique l'emplacement de la recrue. Juste en le voyant dans un tel état, notre garçon laisse échapper un soupir d'agacement. Il comprend enfin pourquoi Bernard a réagi comme il l'a fait plus tôt. D'après ce qu'on peut voir, l'entraînement de Jared est en fait assez décevant par rapport aux autres combattants. Normalement, on s'attend à ce que vous fassiez plus que votre routine d'entraînement, mais cet homme fait essentiellement le strict minimum sans utiliser beaucoup ses compétences. En le voyant comme ça, ce n'est pas une surprise qu'il finisse par devenir un chevalier rouillé dans le futur sombre. Yuri charge le chevalier supérieur, Sir Rosso, de l'aider avec une épée en bois car il est intéressé à se joindre à eux et à faire du sparring. Razo est assez heureux et demande quel adversaire le troisième prince choisira pour sa session de sparring. Comme vous l'avez déjà deviné, Yuri pointe le paresseux et demande un match avec lui. Après un certain temps, l'arène se calme. Les stagiaires se reposent tandis que Jared affronte son adversaire, le jeune maître du royaume de Brielle. Ses camarades l'encouragent, espérant que Jared fera de son mieux même si le type lui-même a l'air agacé, comme s'il ne voulait pas être ici du tout. Le garçon s'adresse directement à lui, affirmant qu'il a entendu parler de son grand potentiel en tant que chevalier. C'est pourquoi il est venu personnellement ici pour tester ses capacités. Yuri veut en savoir plus sur l'avenir de Jared. Se sentant nerveux, le gars accepte le but du duel. Passant à l'offensive, le combat commence alors que notre garçon se lance en avant dans l'espoir d'être impressionné. Jared attend simplement, ne montrant aucune trace de peur ou d'inquiétude. De là où il se tient, il dévie le coup de notre garçon avec le sien. Même si le jeune maître passe à l'offensive, les mouvements de son adversaire sont calculés à chaque pas, à tel point que les pairs de Jared sont émerveillés par lui. Alors que le combat continue, les stagiaires remarquent à quel point le troisième prince se débrouille aussi exceptionnellement bien pour sa stature et son expérience. Mais quelque chose dans le combat lui-même amène le paresseux à se demander ce qui se passe. Yuri le frappe à nouveau, forçant l'homme à bloquer. Il sent que la cohérence des attaques de Yuri n'est pas seulement pour le spectacle. Tout cela est délibéré. C'est en fait un effort pour correspondre également à leur rythme. Rapidement, la bataille devient plutôt ennuyeuse. Parce que jusqu'à présent, Yuri n'a rien fait d'autre que réagir en conséquence à l'énergie qu'il reçoit de la nuit. Décidant de devenir dingue et de prendre réellement le contrôle de la bataille, notre garçon abat son épée avec tellement de force que cela coupe le souffle à Jared pendant un moment. Mais ce n'est pas tout. Le fait que le chevalier recrue ait encore pu dévier l'attaque montre simplement le genre de talent qu'il possède. Yuri admet que les réflexes de son adversaire sont hors de ce monde, mais il n'a pas encore fini car il repousse Jared avec un large swing. Le combat commence à s'épuiser et à le repousser. Les attaques de Yuri sont très différentes maintenant qu'elles ne l'étaient auparavant. Tout d'un coup, Jared cesse réellement d'y aller doucement contre le jeune maître et riposte à chaque coup. Yuri, maintenant sur la défensive, conclut que c'est ainsi que ça allait se passer.
Bien qu'il ait l'expérience de sa vie passée, cela ne change rien au fait que Jared est un chevalier puissant. La victoire était toujours hors de question, et pourtant, en même temps, notre garçon a un dernier atout dans sa manche. Surprenant son adversaire, Yuri balance sa lame dans un coup ascendant, forçant la lame de Jared à subir un tel recul qu'elle crée une ouverture. Avec un sourire sur son visage, le troisième prince admet qu'il va porter un coup solide même s'il va perdre ce combat. Et c'est ce qu'il fait. S'élançant avec un mouvement de tranchant, il coupe le chevalier en un coup confirmé, célébrant sa frappe. Même le reste des stagiaires sont à court de mots. L'excellente technique du troisième prince a saisi un bon coup contre Jared, et ils l'ont tous félicité pour cela. Mais le combat n'est pas terminé car le jeune maître prépare sa lame, se demandant si Jared essaie toujours de se retenir. Au lieu d'être arrogant, le chevalier intériorise sa confusion. Même s'il avait le contrôle du combat, à chaque mouvement qu'il fait, c'est comme si c'était lui qui était repoussé à la place. S'avançant une fois de plus, un Jared passionné est presque frappé à nouveau. Le troisième prince l'encourage à essayer plus fort, ce qui à son tour irrite le chevalier talentueux. Dans sa colère, il recouvre son arme d'une technique de méthode de mana. Son utilisation de la capacité a fait que Sir Razo et les autres lui ont crié dessus pour avoir invoqué une telle capacité contre le jeune maître. Mais cet homme ne s'en soucie plus car sa lame palpite d'aura, et elle se ferait un chemin juste devant le cou du troisième prince. Si Yuri n'avait pas été prudent là-bas, il aurait vraiment été frappé durement. L'état de rage de Jared se transforme en désespoir. Cette dernière attaque à l'instant, elle a coupé quelques mèches de cheveux de la tête du jeune maître et a laissé une égratignure. La réalisation le frappe à nouveau. Jared est réprimandé pour être un faux qui a attaqué le jeune maître, tandis que Rosso a peur et demande l'état de Yuri. Au lieu d'en faire toute une histoire, notre garçon pense que c'est juste une issue inévitable lors d'un entraînement. Il pense son égratignure saignante et dit au chevalier de reprendre son arme car leur combat ne fait que commencer. Se lançant en mouvement, Yuri passe à nouveau à l'offensive. Leurs lames s'entrechoquent alors que le troisième prince s'amuse, submergeant rapidement son adversaire à chaque coup. Ce côté du prince est quelque chose dont même le chevalier n'était pas conscient. Le chevalier recru se compare à l'état du troisième prince. L'un ne faisait pratiquement aucun effort pendant l'entraînement, tandis que l'autre est motivé à tout donner pour prouver un point. Pas seulement ça. Yuri s'amuse au lieu de se sentir acculé alors qu'il s'affronte à Jared dos à dos. Ce n'est pas seulement que le jeune maître donne tout ce qu'il a, mais il se positionne pour essayer encore plus fort à chaque attaque. Le duel atteint une impasse, mais Jared a du mal à garder son calme. Il est dans un état de rage. Ce genre de passion et de fureur ne lui est jamais venu auparavant, même lorsqu'il se battait contre des adversaires plus forts. Pendant ce temps, notre garçon a l'air majestueux comme l'enfer avec ses yeux bleus alors qu'il bloque l'avancée de Jared. Le chevalier n'arrive pas à croire que le jeune prince le pousse à de telles limites. En parlant de ça, Yuri éclate et commence encore un autre swing horizontal. Son adversaire l'évite, mais on peut dire que Yuri a eu sa revanche pour les cheveux car il coupe quelques mèches de Jared. Le chevalier serre sa lame avec puissance, la balançant immensément contre le prince. Je pense qu'il utilise également une méthode de mana ici parce que sa lame se fissure et brise littéralement l'épée de Yuri. Le combat atteint sa fin avec un vainqueur clair. Au lieu de se sentir mal à ce sujet, notre garçon maintient son calme et sourit à son adversaire. L'aura de Jared se dissipe. Son corps libère de fortes respirations à la suite de l'exercice de tant de puissance. Le jeune prince tend une main au chevalier, déclarant qu'il a beaucoup appris dans cette bataille. Jared est un peu nerveux, mais il félicite également le prince pour ses efforts. Alors qu'il se serre la main, le chevalier intériorise que l'esprit combatif et la détermination de son adversaire ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Dans le corps de ce jeune prince repose un puissant combattant. Alors qu'il pense à tout cela dans sa tête, il a oublié qu'il tenait toujours la main de Yuri. Le garçon le confronte et se demande pourquoi diable le chevalier agit si calmement. Après tout, il est responsable d'avoir blessé le prince à la tête. S'enfuyant la queue entre les jambes, Jared s'endort. Quoi qu'il en soit, ce combat n'a pas été facile non plus pour notre protagoniste. La première chose qu'il fait est de s'effondrer sur le sol à cause de sa fatigue. Les chevaliers applaudissent tous la performance impressionnante de Yuri. Pendant qu'il célèbre, le capitaine des chevaliers, qui ressemble un peu à Bernard, se présente également et aperçoit le jeune prince se reposant après sa bataille. Sen est le capitaine de la garde royale de Briolle, et il vient de s'intéresser au garçon. La scène passe à quelques jours après l'incident. On voit Jared revenir après son service quand une voix familière s'arrête pour le confronter. C'est le troisième prince, et il l'attend nonchalamment. Yuri dit à l'homme de le suivre car ils doivent se rendre quelque part d'important. Au lieu de le suivre tout de suite, Jared prend en considération son entraînement, qu'il manquera s'il les accompagne. C'est en fait un changement assez important, comme le note Yuri, car cela montre que Jared tient compte de ses capacités. En même temps, le troisième prince admet que c'est lui qui a fait en sorte que cela se produise. Alors juste cette fois, Jared doit le suivre. Le chevalier accepte l'ordre. Ce n'est pas comme s'il pouvait défier le jeune prince de toute façon. Pendant ce temps, notre garçon est satisfait de l'état actuel du type. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est un bon début. Curieux, le chevalier s'enquiert de leur destination. À cela,
Yuri lui dit de se taire et de continuer à suivre. Jared a peur que le jeune prince ne cause des problèmes, mais notre garçon lui assure que rien de tel n'arrivera car ils ne sont pas seuls dans ce petit voyage. Le chevalier s'enquiert des autres pendant que Yuri crie sur l'homme juste devant. C'est en fait le mage de la cour de leur famille, Hernando, qui est alarmé par l'appel soudain du jeune maître. L'enfant déclare immédiatement qu'il doit aller quelque part et qu'il a besoin de l'aide du mage. Hernando ne se laisse pas berner par une demande comme celle-là et se précipite pour refuser jusqu'à ce que notre garçon le frappe à son point faible, révélant que le mage a une montagne de dettes de jeu qui pourrait être remboursée en un instant. Étonné, le mage se retourne pour confirmer les paroles du jeune maître. Le prince assure au type qu'il paiera tout, et ce n'est pas comme s'il l'arnaquait non plus, car Yuri est connu pour ne jamais mentir en dehors du tripot. Voyant Hernando se porter garant de l'honnêteté de notre garçon, Yuri est gonflé à bloc jusqu'à ce que la réalité s'effondre sur lui quand Hernando précise que tout ce qu'il l'a vu faire, c'est mentir à l'intérieur du tripot. Donc, cela ne donne pas vraiment une bonne impression de lui. Pourtant, Yuri lui assure qu'il paiera la dette, donc la servante devrait le suivre. Décidant d'accepter la demande, Hernando sort un contrat entier pour qu'il le signe afin de s'assurer qu'il ne se fait pas arnaquer. Le visage de Yuri est dévasté alors que notre garçon réalise que même son titre de troisième prince n'est pas d'une grande utilité dans ce putain de monde. Curieusement, il met tous les dommages au nom de Jared, disant au chevalier de faire ce qu'il dit. Au début, il semble que le pauvre Jared soit poussé sous le bus. Mais en réalité, c'est en fait la façon dont Yuri esquive complètement le contrat. Il veut que le chevalier agisse comme un témoin clé entre leur accord verbal. Une fois cela réglé, Hernando est prêt à prendre la route, mais il ne sait toujours pas où diable ils vont. Après tout, si le jeune prince emmène un chevalier et un mage à de telles extrémités, alors clairement l'affaire est urgente. Enfin, Yuri révèle sa mission. Ils se dirigeront vers la montagne de l'épée. Le mage ne parvient pas à comprendre le but jusqu'à ce que le jeune prince sourie et déclare qu'ils vont piller le donjon de son ancêtre. Alors qu'ils traversent le vieux tunnel abandonné avec Jared en tête, Hernando remarque qu'il n'aurait jamais deviné qu'un chemin caché comme celui-ci existait juste sous le palais royal. Jared se retourne et demande à Yuri ce qui les attend au bout de cette longue grotte, et le prince hausse les épaules comme si ce n'était pas grave en disant que cela mène à la montagne de l'épée, ce qui stupéfait le chevalier qui demande si c'est bien celle légendaire de toutes les histoires. S'arrêtant un instant, Yuri hoche la tête et confirme que c'est bien celle-là, puis se perd dans le passé en se rappelant comment sa vie passée est devenue folle lorsque l'héritage du fondateur a été découvert juste après que l'Empire a pris le contrôle de Brioles. En fuyant pendant tout ce chaos, il se souvient avoir vu un journal disant qu'un donjon avait été découvert à l'intérieur de la montagne de l'épée. D'un autre côté, il n'avait utilisé le tunnel que pour s'échapper proprement, et le soi-disant héritage a glissé directement dans les mains croûtées de l'Empire. Mais contrairement à son ancien moi qui voulait juste survivre, cette fois-ci, notre garçon vise directement la vérité et refuse de regarder en arrière. Il se concentre intensément et décide qu'il doit voir de ses propres yeux quel genre d'héritage ses ancêtres ont réellement laissé derrière eux. Un instant plus tard, la scène s'ouvre sur une forêt verdoyante qui semble avoir été arrachée d'un film Disney, et Yuri ouvre les gigantesques portes rouillées à la sortie du tunnel. L'équipe entre dans les bois ouverts alors qu'Hernando scrute la zone et demande si la montagne de l'épée commence vraiment ici. Puis il change de sujet et demande comment Yuri a même mis la main sur la clé, tandis que le prince se rappelle tranquillement que, comme dans sa vie précédente, elle était restée dans son bureau tout le temps. Cependant, il ne connaissait pas sa valeur à l'époque, ce qui lui a coûté cher, mais il dit juste au mage d'arrêter d'agir comme une tante curieuse et d'oublier ça. Juste à ce moment-là, il pousse soudain un cri de douleur alors qu'une épine se plante dans sa paume, et Yuri l'avertit que les feuilles sont essentiellement des lames, alors nous ferions mieux de rester mignons et de simplement suivre comme un bon garçon. Alors qu'ils avancent dans la forêt, Hernando se penche vers Jared et plaisante en disant que peut-être le prince s'est cogné la tête ou quelque chose du genre puisqu'il agit bizarrement ces derniers temps, ce avec quoi le chevalier est également tout à fait d'accord. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse continuer à bavarder, Yuri crie depuis l'avant en disant aux deux limaces de se bouger, ce qui prouve qu'il a toujours le même vieux côté autoritaire. Yuri se met en alerte alors qu'il remarque rapidement quelque chose au loin et signale soudainement au duo de s'arrêter net et de ne pas faire de bruit. Il souligne un groupe géant de loups sinistres devant qui ont l'air d'être à un mauvais pas du goûter. Il murmure qu'ils vivent en meute, donc il pourrait y en avoir d'autres à proximité, et Jared est clairement surpris que le soi-disant échec de prince connaisse réellement une ou deux choses. Yuri répond calmement qu'il l'a lu dans un livre, et Hernando s'effondre presque à l'image mentale de Yuri touchant même un livre. Yuri ajoute que les loups ne les ont pas encore repérés, donc le plan est de se faufiler sans un bruit. Mais l'univers a d'autres plans parce qu'Hernando recule et marche d'une manière ou d'une autre sur la seule et unique brindille de toute la forêt, ce qui lâche un claquement bruyant qui donne presque une crise cardiaque à tout le monde. Essayant de faire comme si de rien n'était, il lance des excuses nerveuses tout en suant à grosses gouttes, seulement pour qu'un loup sinistre saute d'en haut et essaie de le transformer en déjeuner. Jared panique et se précipite en avant en criant son nom et en balançant son épée assez fort pour trancher proprement la tête du loup d'un seul mouvement brutal. La bête tombe à côté d'Hernando, et Yuri félicite Jared pour l'utilisation de mana puisque la peau de loup sinistre pourrait tout aussi bien être une armure de fer. Malheureusement, ce mouvement flamboyant a un prix car l'alpha de la meute,
qui est clairement plus volumineux que les autres, croise le regard de Jared. Le grand type lâche un hurlement glaçant, et en quelques secondes, l'équipe se retrouve encerclée par toute la meute tandis que Jared resserre son emprise sur son épée. Il dit aux deux autres de rester prêts pendant qu'il charge à nouveau du mana, et les loups commencent à baver comme s'ils venaient de trouver un buffet à volonté. Ils se lancent tous ensemble, mais Jared ne laisse pas ça se produire. Il les fixe avec des yeux en mode mise à mort complète et tranche directement à travers la meute sans rompre le pas. Pendant ce temps, Hernando complimente le travail à l'épée du chevalier, et même Yuri est d'accord, bien qu'il pense tranquillement que Jared a encore un long chemin à parcourir tout en le regardant tenir bon. Jared commence à lutter maintenant alors que les loups continuent d'arriver, et Yuri finit par pousser Hernando à arrêter de traîner et à montrer ses compétences sophistiquées dont son fier père ne cesse de se vanter. Cela met Hernando en mouvement, et il lance une blague en disant que le prince fait sérieusement travailler son mage de bataille en heures supplémentaires tout en concoctant au moins 100 boules de feu. Jared jette un coup d'œil en arrière au milieu du combat et demande ce que cela est censé signifier, mais sa concentration revient instantanément alors qu'il aperçoit une boule de feu volant vers lui. Il saute à peine à temps et retombe juste au moment où le sort explose et vaporise les loups dans une explosion massive qui transforme le champ de bataille en poussière. Quelques heures brutalement épuisantes plus tard, et après s'être frayé un chemin à travers toutes sortes de monstres, l'équipe atteint enfin le sommet de la montagne. Jared halète fort alors qu'il essaie de reprendre son souffle et est clairement agacé par le combat sans fin. La bande se tient près du bord de la falaise en admirant la vue, et Jared regarde autour de cette étendue aride en demandant si c'est même le bon endroit. Mais notre garçon est déjà concentré et dit avec une pleine confiance qu'il sait que c'est le cas, puis commence à fouiller la zone. Regardant derrière un rocher, il aperçoit enfin quelque chose de brillant enterré dans le sol, et ses yeux s'écarquillent comme un enfant à Noël. Yuri n'attend pas une seconde et commence à le déterrer tandis que Jared se précipite pour l'arrêter et dit qu'il ne devrait pas faire de corvée. Il appelle Hernando aussi, mais le mage choyé agit avec horreur et prétend que toucher la saleté est en dessous de son rang et appelle ça une honte pour un mage. Un peu plus tard, ils parviennent à sortir la chose, et Yuri soulève l'épée du sol, fixant la lame brillante et d'apparence coûteuse avec une étincelle dans les yeux. Hernando prend sa posture de détective et note qu'elle n'a même pas l'air si vieille, peut-être comme si elle avait été placée là récemment. Yuri plisse les yeux et aperçoit quelque chose à la base de la lame, qui est le mot coupable gravé dedans. Jared s'approche et demande si c'est l'héritage de l'ancêtre, mais Yuri n'en est pas encore sûr alors qu'il continue d'inspecter l'épée. Soudain, le sol tremble sous leurs pieds, ce qui met tout le monde sur les nerfs alors que Yuri sourit et dit que c'est l'occasion idéale de le découvrir. La terre s'ouvre sous eux, et Jared lâche un cri comme une drama queen alors qu'ils plongent tous dans l'abîme. Le chevalier royal continue de hurler à plein poumon jusqu'à ce qu'il s'écrase finalement lourdement au sol devant un chemin d'aspect louche. Yuri se relève instantanément réveillé alors qu'il se retrouve allongé sur le chevalier qu'il a clairement protégé pendant la chute et commence à descendre pendant que Jared gémit et se plaint de la douleur comme un vieil homme. Yuri comprend rapidement qu'il a utilisé du mana pour renforcer son corps et appelle ça plutôt impressionnant, bien que le chevalier s'évanouisse juste sur place par pur épuisement. Quelques instants plus tard, Hernando flotte comme s'il était Mary Poppins en vacances et remarque que l'endroit est bien plus profond qu'il ne s'y attendait. Yuri lui lance un regard noir et marmonne entre ses dents que le type vient d'oublier la sécurité du prince et s'est plutôt concentré sur le fait de sauver sa propre vie, ce qu'Hernando essaie nerveusement de dissimuler avec quelques excuses bidons. Mais avant qu'il ne puisse passer en mode avocat complet, un bruit soudain fait tourner le mage de bataille rapidement alors qu'il aperçoit quelque chose de profondément maudit rampant dans le tunnel et essaie d'avertir Yuri, qui pense toujours qu'il détourne le blâme. Hernando continue d'insister sur le fait qu'il est on ne peut plus sérieux et hurle carrément que c'est un fantôme, ce qui finit par faire basculer l'interrupteur de Yuri alors qu'il se retourne au milieu de la panique. Effectivement, un être en armure qui semble s'être extrait directement d'un roman d'horreur s'approche lentement d'eux avec une aura de mort sérieuse, et Yuri le reconnaît immédiatement comme un chevalier de la mort tout en croisant le regard avec lui. Il dit à Jared de se relever immédiatement, bien que le type ait toujours l'air à moitié au pays des rêves et se contente de gémir comme un zombie en réponse. Mais un coup de pied rapide réveille son âme, et il se redresse brusquement en panique. Jared halète au moment où il voit l'horreur arrivant et se jette dramatiquement devant le prince et crie qu'il s'occupera du chevalier de la mort, bien que Yuri ne semble pas particulièrement impressionné. Le chevalier de la mort s'arrête net devant eux tandis que Yuri plisse les yeux et se souvient que ces choses étaient autrefois des chevaliers normaux avant d'être ressuscités plus forts qu'ils ne l'étaient jamais de leur vivant. Malgré tout, il remarque que celui-ci ne semble pas hostile et décide de s'approcher calmement. Jared doute clairement de la logique derrière cette action, mais Yuri répond avec assurance qu'il sait juste ce genre de choses et explique qu'il n'aurait aucun sens que les gardes du fondateur s'en prennent à leur propre lignée. Croisant le regard du chevalier, il énonce son nom haut et fort. Le chevalier de la mort traite ce petit acte d'audace en restant là comme un écran de chargement pendant une seconde avant de sortir soudainement son épée, ce qui jette instantanément les deux autres dans un état de panique. Mais il est déjà trop tard car le chevalier de la mort balance son épée sur le prince qui est trop abasourdi pour même broncher. Bien qu'au lieu de le découper, la lame poignarde le sol après lui avoir fait une coupe de cheveux d'urgence. Hernando tombe dans un état de désespoir et crie dramatiquement que le prince vient d'attraper un syndrome soudain de perte de cheveux,
mais Yuri lui dit de la fermer, mais le mage pleure la garniture surprise à la place. Le squelette poussiéreux ouvre enfin la bouche et dit que Yuri dégage la même énergie arrogante que le dernier. Après avoir rengainé sa lame, Yuri demande qui est ce type mystérieux, et le chevalier de la mort se révèle être Éric Briol, ce qui fait instantanément tomber la mâchoire de tout le monde. Jared fait l'écho au nom avec incrédulité tandis qu'Hernando devient un air de l'histoire et explique que c'est le seul et unique gigachad que personne à Briol ne pourrait oublier, le type qui a conquis tout le continent en solo. Il est également le fondateur du royaume de Briol et a été son tout premier roi. Yuri se redresse et demande s'il est le premier à être jamais arrivé ici, et le chevalier de la mort le confirme, ajoutant que seul un véritable descendant de Briol peut tirer cette lame de toute façon. Cela confirme définitivement les soupçons de Yuri selon lesquels l'épée est vraiment l'héritage précieux utilisé par ses ancêtres, et il la rapproche de son visage pour l'inspecter. Le chevalier de la mort mentionne avec désinvolture qu'il l'a utilisé auparavant, ce qui tue instantanément l'ambiance de Yuri et le laisse légèrement agacé, ce qui déroute le chevalier de la mort. Cependant, notre garçon s'excuse simplement d'avoir pris ses affaires. Le squelette reprend alors son ton gouvernemental complet et demande à Yuri de parler honnêtement de la raison pour laquelle il est venu ici. Yuri resserre son emprise sur la lame alors qu'il déclare son nom complet et exige que le chevalier lui remette l'héritage du fondateur. Le chevalier de la mort fixe pendant un moment avant de se tourner vers le cristal brillant et annonce dramatiquement que le moment est venu de remplir son devoir. Il ajoute qu'il accordera à Yuri ce qu'il est venu chercher, et le prince commence à transpirer légèrement alors qu'il commence à suivre. Pendant ce temps, Jared a l'air complètement absent alors qu'il traite silencieusement tout le drame paranormal récent, réalisant que cette vie de garde royale n'est pas ce pourquoi il s'est engagé. Yuri jette un coup d'œil en arrière et lui crie dessus, ce qui le sort de ses rêveries alors que la nuit semble secouée et commence à avoir d'étranges flashbacks d'une vie passée qui n'existe même pas. Il se gratte la tête et est à moitié convaincu qu'il perd la boule, mais il répond qu'il arrive et court après le prince. Le chevalier de la mort s'approche du cristal et s'abaisse lentement sur sa base comme si ses anciens genoux venaient de céder alors qu'il prend la pose et rayonne une aura pure. Le cristal commence à briller intensément, ce qui oblige l'équipe à se protéger les yeux tandis que le squelette déclare qu'il espère que le prince est vraiment digne. Instantanément, Yuri est téléporté dans une zone désertique et commence à tourner en rond paniqué et se demande où diable il a atterri. Il aperçoit une silhouette qui s'approche au loin et pense brièvement que ce pourrait être le fondateur lui-même, mais cet espoir disparaît rapidement lorsqu'il réalise que la chose n'est même pas humaine et qu'elle se précipite déjà à toute vitesse sur lui avec une épée à la main. Il parvient à peine à bloquer l'attaque entrant et grogne sous la force. Fixant son regard sur l'orbe bleu brillant, il regarde avec incrédulité en réalisant que la chose manie en fait une épée de mana. Le combattant transparent fait un geste vers l'orbe bleu brillant incrusté dans sa poitrine, ce qui laisse Yuri un peu perplexe, mais cela ne s'arrête pas là. La lueur commence à traverser son corps clair puis se répand dans son épée, la faisant également s'illuminer. Yuri garde sa propre épée levée tout en restant sur ses gardes, mais commence à réaliser que ce qu'il regarde est la méthode réelle pour manier le mana lui-même. Sa confusion grandit lorsque l'être lui fait soudainement un geste. Il crie à la chose pour lui demander si elle veut sérieusement qu'il copie ses mouvements alors qu'ils sont clairement censés être en plein milieu d'un duel en ce moment. Se grattant la tête, Yuri marmonne que le fondateur a peut-être vraiment perdu la tête avant de mourir. Le concept de jeter quelqu'un qui n'a même pas touché à la méthode du mana dans un vrai combat pour lui enseigner par la force ne ressemble qu'au genre de mouvement que quelqu'un vivant sa deuxième vie pourrait même imaginer. Il en vient à la conclusion que quelqu'un pourrait juste être lui. Yuri s'accroupit et se concentre alors qu'il commence à canaliser le mana dans sa paume et la regarde briller doucement. Il est coincé à essayer de comprendre comment utiliser la technique, mais il lève son épée et appelle la figure sans visage et dit qu'il ne comprend toujours pas. Il lui demande de démontrer correctement une fois de plus et reçoit un sourire sauvage en réponse alors que l'être lève à nouveau son épée. Ce moment frappe Yuri qu'il réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de devenir plus fort quoi qu'il arrive. Il affronte le guerrier et jure que puisque l'Empire est voué à révéler son vrai visage et à tenter d'envahir Brielle, cette fois sera différente. Il n'y a aucun moyen qu'il répète ses échecs passés et promet de les détruire complètement cette fois même si cela signifie abandonner sa propre vie. Il resserre son emprise sur l'épée et murmure doucement que ce doit être l'art de l'épée du roi ancêtre. Yuri n'hésite pas une seconde de plus alors qu'il charge à la vitesse de l'éclair et tranche avec une concentration totale tandis qu'il jure d'absorber chaque technique lancée sur lui et commence sa bataille intense contre le combattant sans visage une fois de plus. Pendant ce temps, Jared ouvre lentement les yeux dans un espace complètement inconnu et regarde autour de lui avec un air confus. Il comprend rapidement qu'il se tient dans ce qui ressemble à un terrain d'entraînement. Essayant de trouver des signes de vie, il échoue et commente que tout ici semble bien trop réel pour être une sorte de rêve. Il sent que quelque chose ne va pas et serre son épée fermement tandis qu'il crie que quoi que ce soit qui se cache devrait arrêter de faire peur et simplement sortir déjà. Derrière lui, quelqu'un commence à s'approcher, et il se retourne, prêt à se battre, mais se fige ensuite dans la confusion lorsqu'il se retrouve face à face avec une image miroir de lui-même. Il se demande à voix haute si c'est censé être l'idée du chevalier de la mort d'une épreuve. Il demande calmement à la copie son nom et si elle est censée être Jared aussi. Finalement, le sosie ouvre la bouche et lui dit qu'il ne devrait pas essayer de lutter contre le destin,
ce qui déstabilise Jared. La copie demande avec suffisance s'il n'a pas simplement rejoint les gardes royaux pour avoir la vie facile avec des richesses. Il ajoute qu'il devrait rester loin du troisième prince et l'avertit que plus il lutte contre le destin, plus il finira par être malheureux tandis que Jared plisse les yeux et écoute en silence. Prenant une profonde inspiration, il regarde son épée et réalise que peut-être l'ancien hymne aurait été d'accord avec tout cela, mais les choses ne sont plus les mêmes. Son esprit revient à tous ses combats d'entraînement avec le prince. Un large sourire éclate sur son visage alors qu'il traite le faux de rageux et commence à réciter Shakespeare et déclare qu'une fois qu'une lame est balancée, votre seul travail est de vous concentrer sur la prochaine. Parce que si vous vous laissez prendre par ce qui s'est déjà passé, cela ne fera que gâcher encore plus votre tête. Le faux Jared ne laisse pas cela passer et allume son épée de mana avec une provocation et le traite d'arrogant. Il sprinte vers l'avant et lance un coup, mais Jared parvient à le bloquer avec facilité. Alors que leurs épées s'entrechoquent, Jared saisit rapidement le motif et pense à quel point cette copie est ennuyeuse, ne prenant jamais de risques et versant tout dans la défense. Le clone saute, mais Jared voit clair à travers tout de suite. Il repense à quel point il était douloureusement ennuyeux et porte un coup net qui envoie le double s'écraser au sol. Jared prend une bouffée de victoire, mais reste sur ses gardes juste au cas où. Bien sûr, le faux commence à fondre dans une substance gluante, et le vrai Jared regarde attentivement alors qu'il se transforme en une bête de boue géante. Il réalise que le vrai combat ne fait que commencer. Le chevalier regarde la créature de Go surdimensionnée et marmonne que ce n'est qu'un autre brute bruyant et espère silencieusement que le prince se débrouille bien de son côté aussi. Préparant son épée, il se prépare et encourage mentalement Yuri à tenir bon et à gagner. Pendant ce temps, de retour dans la zone désertique, les roches sont complètement déchirées par tous les coups d'épée, et Yuri gît immobile dans un cratère et ne bouge même pas d'un pouce. L'être transparent se tient au-dessus de lui avec son épée à la main et s'approche avec menace dans ses pas. Yuri semble toujours absent et ne réagit pas du tout, mais le combattant sans visage ne s'en soucie pas le moins du monde. Il lève son épée au-dessus et la fait descendre avec force, déclenchant une explosion massive qui secoue le champ de bataille. Cependant, juste au moment où la figure transparente fait s'écraser son épée, Yuri abandonne la pièce alors qu'il serre son épée fermement, et tout en l'inondant de mana, il la pousse droit vers l'être. Avec des réflexes acrobatiques, le type parvient à se pencher en arrière juste à temps pour esquiver, bien que l'élan déclenche toujours une explosion de mana massive. Aussi agile que jamais, le combattant sans visage recule de quelques pas tandis que Yuri expire brusquement alors qu'il prend enfin une seconde pour respirer. Il se demande combien de temps ce duel dure depuis combien de temps. Il admet que le dernier mouvement était extrêmement imprudent et stupide, mais la façon dont il a tranché et la façon dont le mana a déferlé à travers sa lame, en particulier la façon dont il s'est battu comme si sa vie dépendait de chaque affrontement, c'est ce qui l'a finalement aidé à commencer à le sentir se mettre en place. Il regarde la lame dans sa main maintenant pulsant de puissance et sans une percée. Mais avant qu'il ne puisse s'y plonger, quelque chose attire son attention alors qu'il remarque que le guerrier transparent commence à se fissurer. Son épée se brise en fragments alors que son corps commence à se désagréger, et Yuri comprend instantanément que le temps du type est écoulé. De la poussière commence à se détacher de ses membres, et juste avant de s'estomper, il lève une main dans un dernier signe de la main. Le prince regarde les restes se disperser dans l'air avec un étrange sourire tirant sur ses lèvres. Il ferme les yeux et remercie silencieusement le mentor sans visage juste au moment où sa propre forme commence à se dissoudre aussi. Finalement, Yuri gémit et ouvre lentement les yeux et cligne des yeux pour enlever la brume alors qu'il regarde autour de lui confus. Ses compagnons se réveillent et ont l'air d'avoir vécu quelque chose de similaire aussi, et c'est alors qu'il comprend qu'ils sont enfin de retour. Le chevalier de la mort regarde et remarque avec suffisance qu'il semble bien qu'ils aient tous fait un joli petit rêve. Yuri est encore un peu absent, mais parvient à demander ce que c'était même. On lui dit que tout cela faisait partie du plan directeur du fondateur, qu'il a laissé derrière lui au cas où ses futurs descendants arriveraient un jour à cet endroit. Yuri se souvient que dans sa vie passée, l'Empire a complètement démoli la montagne de l'épée, ce qui explique probablement pourquoi personne de la famille Briol ne s'est jamais approché de cet héritage auparavant. Au lieu de laisser tomber, il demande si le fondateur lui-même a utilisé cette méthode de mana, mais le chevalier de la mort le nie. Le fondateur ne l'a pas utilisé, mais c'était son héritage final. Car après avoir voyagé à travers le monde, il a pris toutes les compétences qu'il jugeait dignes et les a fusionnées en une technique finale, et Yuri est le tout premier à en hériter. Le prince a l'air pensif puis se demande pourquoi Eric n'a pas simplement transmis cela directement à la lignée royale. Le squelette explique que le donjon ne s'ouvre que lorsque le moment est venu, et puisqu'il s'est ouvert maintenant, cela signifie que ce pouvoir est nécessaire. Yuri demande ce que signifie exactement ce timing, mais le chevalier lui rétorque que ce n'est pas à lui de répondre à cette question, et Yuri doit trouver cette partie par lui-même. Il se concentre à nouveau sur l'épée avec intérêt et demande son nom, et le chevalier de la mort révèle qu'elle s'appelle la séparation de l'âme. Le nom persiste dans la tête de Yuri, mais avant qu'il ne puisse s'y plonger, le chevalier lui dit de plier le genou comme s'il était sur le point de transmettre l'héritage familial, et son aura montre clairement qu'il ne plaisante pas. Yuri tombe à genoux instinctivement sans hésitation, et le chevalier de la mort place sa main sur la tête du garçon et commence à réciter le vœu. Il dit à Yuri de ne jamais craindre ses ennemis,
et le prince répond par un oui ferme. Il continue et lui ordonne de suivre ce en quoi il croit et quoi qu'il arrive, de remplir le devoir de Brial jusqu'à la fin. Alors, sans prévenir, le chevalier serre plus fort la tête de Yuri et la tire en arrière en lui ordonnant de bien retenir et de se souvenir de la partie suivante, à savoir que Brial ne renonce jamais à son honneur, même si cela doit lui coûter la vie. Sur ces derniers mots, le chevalier de la mort commence également à se transformer en poussière, ayant enfin achevé sa mission. Sa voix s'éteint avec une dernière phrase disant que c'est le serment de Briol, tandis que Yuri ne dit rien et ne peut que fixer la nuit qui s'évanouit. Le lendemain matin, la servante entre en trombe, ouvre les rideaux et annonce que c'est le matin. Dessous les couvertures, Yuri grogne de protestation, et elle lui demande s'il se sent fatigué puisqu'il est apparemment rentré très tard la nuit dernière et l'avertit de ne pas se rallonger sinon il se rendormira. Yuri bâille et explique qu'il a fait un arrêt aux archives royales, c'est pourquoi il est rentré si tard. La servante semble curieuse et lui demande pourquoi il a fait ça, et il répond qu'il cherchait un document particulier. En fouillant dans les archives familiales la nuit dernière, Yuri est tombé sur quelque chose d'intéressant, le document indiquait que le fondateur avait un frère ou une sœur, quelqu'un qui avait renoncé à son honneur et avait ensuite disparu des pages de l'histoire sans laisser de traces. En regardant maintenant l'épée, Yuri suppose que ce frère devait être le chevalier de la mort et que l'épée lui appartenait à l'origine. Elle lui rappelle qu'il devrait probablement s'habiller puisque le roi attend apparemment de le voir, ce qui fait presque sauter le cœur de Yuri. Elle ajoute qu'elle n'est pas sûre pourquoi, mais après la rencontre d'Hernando avec sa majesté, le roi l'a immédiatement demandé. Yuri commence à transpirer à grosses gouttes et maudit Hernando dans sa tête alors que les événements de la nuit précédente lui reviennent en mémoire. Il se souvient du visage d'Hernando lui disant directement qu'il allait tout rapporter au roi. Yuri demande si c'est vraiment nécessaire, mais le type se contente de sourire et dit qu'il a un peu envie de le faire. Yuri se prend la tête sous le stress et réalise que tout a dû être rapporté maintenant. Plus tard, à l'intérieur de la salle royale étincelante, Yuri se tient sous un lustre qui semble assez cher pour ruiner une ville et annonce qu'il est là comme demandé. Le roi est assis là alors qu'il se gratte la tête et ne sait clairement pas quoi faire de lui à ce stade. Il commence par le fait qu'Hernando lui a déjà tout dit et le réprimande sévèrement pour s'être éclipsé, sans parler du fait qu'il a réussi à trouver le donjon secret et qu'il en est sorti avec l'héritage du fondateur. Yuri ne nie rien et admet que tout est vrai. Mais cela n'empêche pas le roi de se lever de son siège et de lui demander s'il a vraiment trouvé l'épée là-bas, ce que Yuri confirme également être vrai. Sa majesté s'approche lentement de lui alors que son ton devient lourd et déclare que ces derniers temps, il a entendu beaucoup de gens dire que Yuri avait beaucoup changé. Le roi plisse les yeux et commence à énumérer des noms, listant tous ceux qui lui ont parlé du changement soudain de personnalité de Yuri, le dernier clou dans le cercueil étant Hernando. Posant une main sur la tête de son fils, le roi lui ordonne de parler et exige de savoir ce qui a exactement déclenché cette transformation. Yuri avale sa salive nerveusement alors qu'il serre plus fort son épée, mais ne dit rien. Le roi ne recule pas et insiste, demandant s'il ne veut pas donner de raison. Yuri balbutie que ce n'est pas ça, mais le roi intervient et se demande pourquoi il hésite alors. Le prince répond qu'il a peur parce que sa majesté serre son poing fermement depuis tout ce temps. Réalisant cela, le roi desserre sa prise et lui dit de cracher le morceau. Yuri finit par s'ouvrir et dit qu'il a fait un rêve, ce qui met le roi en alerte. Mais Yuri continue qu'en rêve, il a commis un péché impardonnable. Le roi a toujours l'air peu convaincu et répète l'expression lentement. Utilisant son nom de gouvernement complet, Père Brial demande carrément, quel était ce péché impardonnable qu'il a commis qui a conduit à un tel changement d'attitude alors que Yuri le fixe droit dans les yeux. Yuri marque une longue pause avant d'admettre finalement que son péché a été de ne pas avoir protégé Brial jusqu'au bout. Dans le rêve, le royaume était plongé dans le chaos de la guerre et d'innombrables innocents ont été anéantis sans pitié. Le prince a essayé d'inverser la tendance et de tenir bon, mais a complètement échoué. Après la chute de Briol, il s'est enfui dans la honte tout en étant dépouillé de son honneur et a fini par mourir comme un homme misérable et brisé. Il serre sa poitrine et continue qu'en se réveillant de ce rêve, le collier que sa mère lui avait autrefois donné avait soudainement disparu. C'est alors qu'il a commencé à penser que ce n'était peut-être pas qu'un rêve, mais une sorte d'avertissement de sa mère elle-même. Le roi a l'air légèrement troublé par cela et demande quelle force exactement était responsable de la destruction du royaume dans son rêve. Yuri panique intérieurement car il sait qu'il est trop tôt pour jeter le nom de l'Empire dans le mélange. Il y a encore une chance, même si elle est mince, que l'invasion puisse être retardée ou arrêtée complètement avec les bons mouvements. Alors, au lieu de cela, il joue la sécurité et répond qu'il ne sait pas avec certitude, et que c'était juste une armée noire qui est sortie de nulle part. Le roi laisse échapper un soupir silencieux, puis sourit et lui dit que c'était probablement juste un cauchemar et peut-être aussi un avertissement de sa mère, mais il est content qu'il se décide enfin à se comporter en homme maintenant. Yuri ne semble pas si convaincu car au fond de lui, il sait qu'il se bat pour être pardonné du péché de s'être enfui et d'avoir laissé Brielle et son peuple pourrir derrière lui. Mais son fil de pensée est interrompu lorsque le roi se redresse et mentionne qu'il y a autre chose qui doit encore être réglée. Sa majesté croise les bras et lui ordonne de dégainer son épée. Fior Brial est un prodige qui a probablement commencé à taillader des choses avant même de pouvoir parler correctement,
une catastrophe ambulante avec une épée qui dominait tout et tout le monde. Son nom a été gravé sur le continent grâce à une compétence inégalée, un talent brut et un niveau de compétence martiale qui n'avait pas sa place chez un seul homme. À l'époque, on parlait des 10 personnes les plus fortes en vie, et Fior était le genre d'homme qui planait juste en haut de cette liste. Alors que Yuri se tient dans la salle d'entraînement face à cette légende vivante, il réalise soudain que son vieil homme est probablement considéré comme le meilleur maître d'épée de tout le continent. Il jette un coup d'œil autour de la pièce avec admiration et murmure qu'il n'a même jamais été à l'intérieur de l'espace d'entraînement personnel de son père auparavant. Fior répond qu'il ne s'attendait pas à ce qu'aucun de ses fils ait le talent pour l'escrime au départ. Yuri grince des dents face à cette pique et murmure qu'il a du talent tandis que le roi laisse échapper un long soupir fatigué et répète le mot talent. Puis, sorti de nulle part, il lève son épée et la pointe directement sur le prince, ce qui le prend complètement au dépourvu. Il commence à énumérer toutes les compétences physiques habituelles telles que la vitesse, les réflexes, l'instinct et demande si le fait d'avoir tout cela fait automatiquement de quelqu'un le plus grand épéiste. Tenant toujours son épée à la gorge de Yuri, il répond à sa propre question qu'aucune de ses réponses n'est la bonne, et que la chose la plus importante est la motivation qui pousse l'épéiste au-delà de ses limites. Son regard s'aiguise et devient plus lourd lorsqu'il explique que cela va au-delà du devoir ou de l'attente, mais tout d'un coup, ses yeux brillent en rouge. Le corps de Yuri se raidit alors qu'il sent la pression pure qui se dégage de lui et que son aura autour de lui se transforme complètement en quelque chose de terrifiant. Fior baisse son épée et continue qu'il ne sait même pas comment exprimer ce sentiment avec des mots appropriés, alors à la place, il l'appelle simplement l'appel de l'épée. Yuri regarde avec surprise et baisse sa propre épée et demande tranquillement si cela est censé signifier le destin ou quelque chose comme ça. Fior ferme les yeux et accepte que cela puisse être appelé ainsi. Yuri se tait alors que ses pensées tourbillonnent à nouveau et se souvient qu'il n'était jamais destiné à manier une épée dans sa vie précédente et se demande ce qui a changé tout d'un coup. Ses yeux se tournent vers la lame dans ses mains comme pour chercher une sorte de réponse dans son reflet. Fior interrompt et lance une autre question, Yuri devrait-il même tenir cette épée? Il insiste et demande si Yuri peut même entendre l'appel de l'épée et exige de savoir s'il s'y accrocherait encore même en regardant la mort en face. Yuri est complètement bouleversé alors qu'il balbutie pour obtenir une réponse qu'il ne ressent rien en premier lieu. Cependant, il est accueilli par le regard glacial de son père et est effrayé alors qu'il fait un pas en arrière avec des jambes tremblantes. Soudain, il a l'impression d'être observé avec des yeux maléfiques qui l'entourent, et il commence complètement à s'effondrer. Les pires souvenirs de sa vie passée reviennent en force comme un raz de marée alors qu'il se souvient de ses camarades fidèles lui criant de se baisser et de s'enfuir tandis que d'autres criaient à l'aide. Ils l'ont appelé, mais il ne pouvait même pas leur répondre. Le monde autour de lui change, et une fois de plus, il est de retour dans son ancienne vie où tout brûlait autour de lui. Les soldats de l'Empire marchent en avant alors qu'il piétine le corps sans vie d'Hernandez sous son pied. Des civils sont massacrés sans hésitation, tandis que la version plus ancienne de Yuri se tient là et regarde tout se dérouler. Il halète soudainement et regarde autour de lui avec horreur et se demande pourquoi Briol brûle maintenant. Sorti de nulle part, une voix crie que c'est le 3e prince là-bas, le dernier prince survivant de la famille Briol. Des soldats ennemis le repèrent et commencent à se rapprocher alors qu'il regarde ses mains tremblantes. C'est alors que la vérité brutale le frappe comme un marteau que d'une manière ou d'une autre, il a été ramené au moment exact où Briol a été détruit. Briol est réduite en cendres, et l'armée impériale est à la chasse au prince Yuri de Briol. L'esprit de Yuri tourne alors qu'il se retrouve au même endroit encore et encore, seulement pour être pourchassé une fois de plus pour être le dernier brioléen survivant et le seul héritier qui puisse ramener l'honneur perdu de Briol. Le type est figé sur place, complètement abasourdi, ne sachant pas comment il est possible pour lui d'être ici. L'armée impériale a hâte d'éliminer le prince, l'un d'eux se jetant même par derrière pour lui trancher la tête. Mais Yuri sent l'intention meurtrière ramper sur lui et prépare son épée à temps. Il se tourne et esquive la frappe comme un pro, y parvenant à peine. Maintenant, c'est un affrontement total de l'âme, la force brute s'affrontant alors que Yuri lutte pour tenir bon. Avec un élan solide, le type tranche la blade des soldats impériaux proprement en deux. Une menace éliminée, mais avant qu'il puisse reprendre son souffle, il entend ses propres hommes crier, sautant pour protéger leur prince. Il crie à Yuri de s'enfuir pendant qu'ils lui font gagner du temps. Il ne veut pas que ça se termine comme ça, mais il le supplie de partir. Un par un, l'armée impériale les abat au milieu des flammes. La tête de Yuri tourne, se demandant si c'est toujours une sorte de cauchemar. Se demandant également si c'est vraiment le destin auquel Brial est voué, piégé dans l'impuissance. Alors qu'il accepte le fait que ce n'est pas la fin, tout en sachant que cela ne peut pas non plus être arrêté, quelque chose à l'intérieur de lui se brise. Le dernier prince de Briol se tient devant les ruines brûlantes de son royaume déchu, un royaume qu'il n'a pas pu sauver. Pendant ce temps, l'armée impériale charge par derrière, convaincue que c'est leur chance d'anéantir le dernier brioléen royal. Yuri les voit venir, sa prise se resserrant autour de son épée. Il sait que le combat ne s'arrêtera pas ici, mais il a déjà fait son vœu. Quelle que soit la situation, il jure qu'il ne craindra plus jamais l'ennemi. Avec ce feu dans les yeux, le prince Yuri se tourne pour faire face à l'armée impériale tandis qu'une voix au fond de lui le pousse en avant, lui rappelant de rester fidèle à ce en quoi il croit. Cette voix résonne dans son esprit,
martelant la vérité qu'il a un devoir envers Brial, et qu'il va le mener à bien jusqu'au bout. Yuri serre fermement sa lame et charge à toute vitesse sur eux, ses frappes tranchant à travers l'armure et la chair en un seul mouvement. La racaille de l'armée impériale s'est effondrée sur le coup, leur sang éclaboussant les yeux de Yuri et le rendant presque aveugle. Mais même avec une vision floue, le type parvient à bloquer la lance d'un soldat à main nue juste à temps. Saisissant l'occasion, Yuri enfonce son épée directement dans le ventre du soldat. Respirant fort, il entend une voix lui disant de se préparer à la mort, disant que son heure est venue. Elle veut qu'il abandonne déjà, mais la douleur brute dans sa voix explose avec défi. Brial ne renoncera jamais à son honneur, même si cela signifie mourir pour lui. Avec cette fureur, Yuri se jette sur l'armée impériale comme une bête, prêt à graver leur tombe sur place pour accomplir le devoir de Braille. Juste à ce moment-là, le petit Yuri marmonne qu'il protégera l'honneur de Brial jusqu'à la fin. La voix de Fiori retentit, réveillant le pauvre enfant et lui demandant s'il peut l'entendre. Un fort appel du nom de Yuri le sort de là, et le garçon secoué se retrouve à fixer l'armée noire tandis que son père, Fior, le calme doucement. Il révèle que ce n'était qu'une illusion. Au moment où Yuri a saisi l'épée, cela a déclenché un souvenir tragique, et maintenant sa main est trempée de sueur. D'après le regard dans ses yeux, son père semble se rendre compte qu'il s'est peut-être trompé, et maintenant il veut que Yuri prenne l'épée pour de vrai. Le petit Yuri lui sourit, disant qu'il a pris sa décision, mais il s'arrête, un peu déconcerté par l'expression étrange sur le visage de son père. Quiconque le regarderait penserait que Yuri vient de signer son propre arrêt de mort ou quelque chose du genre. Soudain, le garçon tire son père et lui dit de se détendre. Le vieil homme est pris complètement au dépourvu, stupéfait par le courage qu'a son fils de lui faire un retour à la réalité comme ça. Le petit Yuri éclate de rire et dit avec assurance qu'il est un génie après tout. Le visage de son père tressaute juste avant qu'il ne frappe Yuri sur la tête. Plus tard ce matin-là, sous la douce lumière du lever du soleil et une brise agréable soufflant à travers le champ, Bernard se promène et aperçoit le jeune Yuri en train de mettre de la glace sur la bosse sur sa tête. Il ne peut s'empêcher de demander à qui appartenait cette idée brillante, et Yuri dit avec désinvolture que c'était son père. Bernard, secouant la tête, plaisante en disant que le vieil homme doit se sentir généreux aujourd'hui. Pourtant, il prévient Yuri qu'à partir de maintenant, l'entraînement va devenir plus dur. Plus de retenue. Yuri est déjà préparé à cela. En y repensant, l'enfant se rend compte que la raison pour laquelle Bernard vivait à Brielle avait probablement beaucoup à voir avec son père. Voyant sa chance, Yuri demande finalement si Bernard a dû accepter une condition spéciale, comme un duel avec son père, qui l'a convaincu de rester à Brielle. Le vieil homme n'hésite même pas avant de dire oui. Alors Yuri retire cette condition de l'équation et demande, si ce n'était pas pour ça, Bernard serait quand même resté. La réponse est un non catégorique, et Bernard rit quand Yuri le traite de sans cœur. Pourtant, le vieil homme sait que ce petit prince veut juste qu'il reste dans les parages. Bernard dit qu'il pourrait envisager l'offre si Yuri pouvait lui donner une raison suffisamment bonne. Tout ce qui est tentant fera l'affaire, car les vieux os pourraient bien être prêts à tout oublier. Le petit Yuri est ébranlé jusqu'au plus profond de lui-même lorsque Bernard capte soudainement l'ambiance et demande s'il veut vraiment apprendre l'art de l'épée. L'enfant est mort de peur tandis que Bernard est perdu dans ses pensées, préparant clairement quelque chose dans sa tête. Il est assez curieux de voir comment cela va se terminer. Yuri trouve toute l'idée un peu accablante, surtout que Bernard porte un surnom comme démon de l'épée. Mais le vieil homme hausse simplement les épaules et dit que c'est d'accord si Yuri n'a encore rien maîtrisé. Il en tiendra compte. Yuri dit que ça ne sera probablement pas d'une grande aide, puis sort son épée et montre son style, l'art de l'épée infusée de mana. Le mana coule à travers la lame elle-même, quelque chose que Bernard admet n'avoir jamais vu ni même entendu parler auparavant. D'après ce qu'il sait, le mana est généralement juste utilisé pour améliorer les compétences à l'épée, pas pour ne faire qu'un avec elle. Yuri explique que c'est exactement pourquoi c'est si difficile à transmettre, car cela finirait toujours par être incomplet, mais Bernard le surprend en disant que ça lui va. Il est prêt à le prendre même si ce n'est pas parfait, et maintenant il en fait la condition pour rester à Brielle. Au moins, il est confiant qu'il en comprendra une partie. Yuri est impressionné par la confiance du vieil homme et confirme officiellement le séjour de Bernard à Brielle, comme ils l'ont convenu. Une fois cela réglé, Bernard dit à l'enfant de lui montrer quelque chose et se met en position. Yuri briole, serrant son épée, démontre sa technique Simon Chom. Au milieu de tout cela, Bernard lâche une bombe avec désinvolture. Il n'a jamais prévu de quitter Briole en premier lieu. Sa Majesté lui avait déjà demandé de rester encore 10 ans. Cette révélation frappe Yuri comme une tonne de briques. L'enfant se rend compte qu'il vient de se faire avoir en grand. Avant même qu'il ne puisse réagir, Bernard sourit et lui rappelle qu'il est censé attaquer. Mais Yuri en a assez d'attendre, alors il décide de frapper en premier. Ce vieux sac commence sérieusement à lui taper sur les nerfs. Il bloque l'attaque de Bernard de toutes ses forces, leurs lames s'entrechoquant dans un choc violent. Plus tard ce soir-là, le petit Yuri est allongé sur son lit, perdu dans un flot de pensées. Il commence à avoir l'impression que l'avenir est en train de changer, pas le même avenir où Brielle a brûlé à cause de ses erreurs. Il n'a encore rien fait d'important, mais le fait que Bernard ait choisi de rester à Briole est la preuve que quelque chose est déjà en train de changer. L'avenir a toujours semblé incertain et hors de portée,
mais maintenant il change petit à petit. Malgré cela, Yuri sait que ce n'est pas suffisant. Au fond de lui, il est fermement décidé à mettre l'Empire à genoux. L'enfant est prêt à faire en sorte que cela se produise. Soudain, la servante Ina apparaît, espérant que Yuri ne causera plus de problème à partir de maintenant. Curieux, Yuri lui demande quels autres plans elle cache. Ina, clairement habituée à ses pitreries habituelles, rappelle comment il a toujours une excuse pour demander de l'aide. Puis elle lâche la nouvelle. Il y a une réunion demain au Conseil des Anciens, et elle espère qu'il n'a pas oublié. Elle en a clairement assez de ses bêtises. Son père ajoute avec désinvolture que Yuri se joindra à eux aussi, ce qui est une information complètement nouvelle pour lui. Anna lui rappelle que c'est la première chose le matin, et que la plupart des membres du Conseil seront présents. Juste à ce moment-là, elle attrape la main du petit Yuri, ses yeux pétillants alors qu'elle l'avertit que l'endroit sera plein de vieux effrayants, mais elle espère vraiment qu'il ne finira pas par frapper quelqu'un. Il rit nerveusement, lui assurant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'est plus le même qu'avant. Et avec cela, il promet à Ina qu'il se comportera bien. Le lendemain au Conseil des Anciens, la toute première chose que Yuri remarque est l'opposition écrasante. Aucun doute là-dessus. Ina avait absolument raison. Le duc Chenard est le premier à prendre la parole, attirant l'attention directement sur la méthode de mana du prince. Le vieil homme s'oppose fermement à l'idée que le prince apprenne une technique de mana aussi non vérifiée. Ce qui était censé être un conseil pour discuter des affaires nationales a clairement perdu son objectif, se transformant en un simple obstacle contre l'autorité royale. Maintenant, Yuri comprend enfin pourquoi son père évitait complètement ce conseil. Le duc Génard, lettré de Wes, insiste sur le fait qu'Yuri devrait s'en tenir à la méthode traditionnelle de Briolle à la place. Ce membre royal s'oppose immédiatement, affirmant que la technique dite non vérifiée est en fait l'héritage du fondateur. Le grand homme dans la pièce exige des preuves solides pour étayer cette affirmation. Ce membre royal est clairement irrité que le duc doute des convictions du prince, mais le duc soutient qu'il s'agit avant tout de sécurité, disant que tout le monde s'est réuni par une véritable inquiétude pour l'avenir du prince. Yuri ne peut s'empêcher de trouver un peu amusant que tout le Conseil des Anciens fasse des allers-retours au sujet de sa méthode de mana. C'est presque un honneur, surtout si l'on considère qu'après la chute de Brial, le même homme qui a baissé la tête devant l'empereur parle maintenant si doucement, c'est plus qu'un peu ironique. Le duc demande alors l'avis de Saint-Ed, capitaine de la garde royale. Saint, essayant de rester neutre, admet qu'il n'est pas sûr. Chaque homme, une méthode a ses avantages et ses inconvénients, et les gens ont des affinités différentes. Le duc saute sur cette déclaration, l'utilisant pour faire avancer son programme en soulignant que même le capitaine de la garde royale a des doutes, il est donc préférable de tout jeter. Ce membre royal contre rapidement, disant que Sanid voulait dire que chaque méthode de mana a sa propre valeur. L'acolyte du duc intervient, accusant le duc de s'inquiéter que la méthode puisse nuire au prince. Yuri sent l'ambiance changer rapidement, et ça ne lui plaît pas du tout. En quelques secondes, tout le conseil s'était complètement retourné contre lui. S'il n'avait pas déjà travaillé avec la méthode mana, il serait coincé à reconstruire son noyau à partir de zéro. Mais puisqu'il s'est tenu à la vision originale du fondateur, son Simancham était déjà profondément enraciné dans son noyau. Yuri est à court de mots, tendu et incertain de la manière d'aller de l'avant alors que le poids du jugement du conseil pèse sur lui. Alors que le silence commence à devenir étouffant, une voix traverse la salle, tranchante et désinvolte, disant qu'ils savent sûrement comment fanfaronner. Tous les regards se tournent lorsque le baron libre Calcio Erantia s'avance, brisant la tension. Avec un sourire narquois, il lance une question à la salle, demandant qui, parmi eux, a réellement combattu un ORC. Toute l'attention de la salle se porte sur Calcio, l'atmosphère changeant tandis que quelques membres commencent à chuchoter entre eux. Le duc Chenard lève un sourcil et demande qui il est et quel rang il occupe, essayant clairement de déterminer s'il a même sa place à la table. Calcio Arancia s'avance et se présente avec désinvolture comme un baron libre. L'homme imposant a l'air surpris, presque offensé, qu'une personne de ce statut ose assister au Conseil des Anciens. Calcio admet qu'il n'avait jamais prévu de venir ici non plus, mais qu'il n'avait pas le choix après que le comte Sidor lui ait personnellement délégué la tâche. Les yeux de Yuri s'écarquillent à la mention du comte Sidor. Le nom lui rappelle des souvenirs. C'est le comte frontalier, celui qui garde les limites extérieures de Briolle, un seigneur connu pour se battre en première ligne. Cet homme est une légende vivante, un vrai soldat qui a passé sa vie sur le champ de bataille, et maintenant son nom est prononcé dans cette même salle. Bien que Yuri sache pertinemment que le comte Sidor n'a que peu ou pas d'intérêt pour les rassemblements nobles, il n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi l'homme se donnerait la peine d'envoyer un représentant au conseil. Ce membre de la royauté le devance en demandant pourquoi exactement le comte Sidor a envoyé Calcio ici. Calcio, avec un sourire narquois, plaisante en disant que Sidor voulait qu'il soit témoin de tous les nobles snobs qui parlent en grande politique sans rien faire réellement. Après avoir observé le déroulement de tout cela, il admet que tout prend maintenant son sens, pourquoi Sidor ne l'a envoyé que lui. Puis, changeant de ton, Calcio explique que sur le vrai champ de bataille, le type de méthode de mana n'a pas d'importance. Qu'il s'agisse de l'art de la canine du lion de l'Empire ou de la méthode traditionnelle de Briolle, ce qui compte vraiment, c'est la personne qui la manie. Il se tourne vers Yuri en disant qu'il aimerait entendre les propres pensées du prince à ce sujet.
Saisissant l'occasion, Yuri s'avance et exprime son désir d'apprendre la méthode de mana du roi fondateur. Ce qui le déconcerte, c'est pourquoi cela cause autant de controverses en premier lieu. Et avec ça, le prince Brial se fait comprendre. Peu importe ce que quiconque dit, il va poursuivre la méthode de mana du fondateur d'une manière ou d'une autre. Calcio poursuit en disant que le prince porteur d'épée est clairement déterminé à suivre la volonté et la méthode de leur fondateur. Il ajoute que la plupart des personnes présentes dans cette salle n'ont ni l'autorité ni la responsabilité de se prononcer sur la question, surtout quand cela ne les concerne pas directement. Il lance une pique aux nobles paresseux collés à leurs chaises érudites, en disant que quiconque n'a jamais mis les pieds sur un champ de bataille ne devrait même pas avoir son mot à dire. Le duc Génard commente que le baron libre parle certainement sans détour. Calcio sourit et dit que tuer des ors a tendance à effacer les bonnes manières d'une personne, alors il espère que le duc pourra négliger cela. Il revient ensuite à sa question initiale, demandant qui ici a réellement tué un ORC. La salle tombe dans un silence brutal. Calcio maintient la pression, indiquant clairement que les monstres se fichent du type de méthode de mana que l'on utilise. La façon dont il parle rend tout le monde dans la salle nerveux. L'acolyte du duc est d'accord avec Calcio sur un point, mais insiste sur le fait que Yuri n'est encore qu'un enfant qui manque de jugement approprié. Yuri ne prend pas cela à la légère et rétorque en demandant si l'acolyte du duc remet réellement en question son jugement. Il rappelle à tout le monde que sa méthode de mana ne peut pas simplement être abandonnée ou remaniée comme si ce n'était rien. Calcio le soutient, disant que Yuri n'est pas du genre à abandonner si facilement et demande si le conseil a sérieusement l'intention d'arracher le cœur de l'enfant par la force. La colère de l'acolyte du duc monte en flèche, mais Calcio reste cool, soulignant à quel point tout ce débat commence à paraître inutile. Le petit Yuri est probablement en train de devenir un fan de Calcio à ce stade, lui adressant un sourire reconnaissant pour son intervention. Calcio expose les choses clairement, disant qu'ils nuisent pratiquement au bien-être du prince en perdant du temps sur des débats inutiles. C'est comme si la capitale royale avait le luxe de rester assise à dire des bêtises. C'est tout ce qu'il faut pour que le duc Génard perde son sang-froid. Clairement exaspéré après avoir encaissé ce qui ressemble à une gifle verbale, il rétorque à Calcio, accusant la frontière de vider le budget tout en restant silencieuse par commodité. Ça tape sur les nerfs. Le regard acéré de Calcio le transperce alors qu'il demande si cela cesse d'être silencieux seulement lorsque 100 personnes doivent mourir. Le type ajoute une vérité sinistre sur la vie en première ligne, disant qu'il y a des rapports quotidiens de soldats qui meurent là-bas. Il est difficile de croire que personne ici n'a eu ne serait-ce qu'une minute pour entendre parler de l'un d'entre eux. Il mentionne que le jour même où il a quitté la frontière, la nouvelle est arrivée que 4 soldats étaient morts, dont un ami avec qui il avait partagé le petit déjeuner le matin même. Il avoue tranquillement qu'il a lui-même posé le linceul avant de venir ici. Avec cela, il indique clairement que les Ors ne se reposent pas. C'est une race née pour la bataille et les fusions de sang. Ces mots déclenchent un souvenir chez Yuri, lui rappelant le conflit entre Briol et le duché de Klein à l'époque. Cette tension a donné aux Ors une ouverture pour franchir la frontière et semer le chaos. Yuri demande si les choses ont été différentes ces derniers temps, et Calcio lui dit qu'elles ont été beaucoup plus inquiétantes que la normale. Yuri confirme également si les soldats de Klein étaient à la frontière, mais Calcio a dit que les gardes frontières s'étaient soudainement retirés. C'est alors que Yuri apprend que les villages voisins ont été incendiés et que les gens ont été soit réduits en esclavage, soit massacrés entièrement. Il se demande si cela se transforme en une guerre civile ou si le troisième fils du duc Génard a commis une grave erreur. Tout le monde écoute la discussion sombre en silence, ne sachant pas comment le prince parvient à se maintenir. Sans attendre plus longtemps, le prince Yuri met fin à la réunion et se lève pour partir. Le duc Génard essaie d'interrompre, mais Yuri le rabroue froidement, lançant une ombre sur le soi-disant noble pour avoir gaspillé du temps sur des questions insignifiantes comme les méthodes de mana. Il leur dit clairement, il ferait mieux de concentrer leur énergie sur de vrais problèmes, comme le renforcement des défenses contre le duché de Klein et les Ors. Avec cela, l'enfant porte un coup propre à la fierté de toute la racaille avide dans la salle, leur disant d'arrêter d'être obsédés par un adolescent et de commencer à faire leur vrai travail. Plus tard, toute la débâcle impliquant le troisième prince parvient aux oreilles du comte Sidor alors que Calcio le met au courant de ce qui s'est passé au Conseil des Anciens. Il dit à Cédar que l'enfant semble être une personne complètement différente maintenant. Cédar demande l'avis honnête de Calcio, et Calcio dit simplement que les yeux du prince ne lui semblaient pas mauvais. En tenant compte de cela, Cédar charge Calcio de surveiller de près le troisième prince, peut-être même de creuser un peu plus profondément. Avec cela, Sidor met fin à l'appel via le cristal, disant qu'ils se reparleront bientôt. Après que la connexion se soit coupée, Calcio reste là à penser à la façon dont les soldats continuent de mourir aux frontières alors que tout ici semble si paisible. Juste à ce moment-là, il aperçoit le troisième prince à l'extérieur. Hernando, à la demande de Yuri, s'est faufilé hors du palais avec lui comme une paire de fugitifs. Yuri le taquine, lui demandant s'il avait l'habitude de s'enfuir de chez lui 3 fois par jour comme lui. Hernando rit et se qualifie de sacré délinquant. Yuri ne comprend pas pourquoi ce type maladroit est tellement surexcité alors qu'il a la liberté de se promener quand il le souhaite. Mais Hernando vit pour le frisson de la rébellion, surtout quand cela implique de faire quelque chose d'interdit, comme un prince qui se faufile hors du palais. Il demande le plan épicé,
mais Yuri hausse les épaules et dit qu'il ne se passe rien de fou quand il est dans les parages. Pourtant, Hernando le presse de révéler ce qui se passe vraiment. Il s'avère que Yuri prévoit de frapper le plus grand casino illégal de la capitale. Hernando est stupéfait. Il pensait que Yuri n'allait rien faire d'imprudent. Maintenant, l'enfant le supplie de révéler les directions de l'endroit, affirmant que tout est pour le bien de Briol. Cela a instantanément déclenché quelque chose chez Hernando. Il s'est soudainement illuminé d'excitation et a accepté avec joie de montrer le chemin, désireux d'aider à mettre ce casino sens dessus-dessous. Parmi les noms que tout le monde à Brial a évoqués dans sa vie passée, quelques-uns se sont toujours démarqués. Cela inclut le roi du monde souterrain qui faisait également office d'énorme prêteur sur gage et le titan des affaires qui a construit la plus grande société commerciale du continent. Ensuite, les rues de Briol ont été saisies par la peur, grâce à l'assassin légendaire qui a décapité le chef du crime. L'homme qui s'est fait assassiner était Goriot, pourtant le voici maintenant, le meilleur prêteur sur gage du monde souterrain, se tenant devant le petit Yuri. Goriot dit que c'est un honneur d'accueillir des invités aussi nobles dans son casino, et Yuri réalise instantanément que Goriot sait déjà qu'ils sont le troisième prince et le mage royal, c'est pourquoi il est descendu pour les saluer en personne. Yuri indique clairement qu'il n'est pas ici juste pour jouer. Goriot saisit le changement de ton et passe en douceur en mode affaire. Pendant ce temps, Hernando a l'air carrément trahi. Il est venu chercher des sensations fortes et des tables de poker, pas des jeux de pouvoir politique. Yuri le fait taire d'un regard. Goriot demande si Yuri est ici pour emprunter de l'argent. Il s'avère que Yuri pense en fait à le transformer en investissement, mais Goriot voit clair à travers lui. L'enfant se constitue clairement sa propre réserve à côté, et le fait qu'il soit venu le voir au lieu d'une banque rend les choses beaucoup plus intéressantes. Goriot pense que le troisième prince a de plus grands projets et une ambition sérieuse derrière ses yeux, mais Yuri ne cherche pas à entrer dans les détails. Il y met fin, rappelant à Goriot que poser des questions ne fait pas partie de son travail. Goriot recule, changeant de vitesse et s'excusant. Yuri se penche, soulignant avec désinvolture que c'est lui qui emprunte l'argent ici. Giorio a l'intention de savoir à quoi sert même le fonds. Il s'avère que Yuri a l'intention d'acheter du Mogranza, une épice rare des monts Klein. Il parie que l'offre ne répondra pas à la demande. Hernando a l'impression que tout va un peu trop vite pour son confort. Goriot sait que le Mogranza joue un rôle clé dans la fabrication de parfums haut de gamme, mais il n'est toujours pas sûr que cela vaille la peine d'y investir de l'argent. Yuri, cependant, est absolument certain que le buzz va bientôt démarrer. Hernando est conscient de la guerre civile qui se prépare dans la principauté de Klein et des ors qui errent dans la région, ce qui jette un doute sur la question de savoir si les prix des épices vont vraiment exploser. Il commence à soupçonner que le gamin essaie peut-être simplement de monopoliser le marché d'une rareté locale avant que quiconque ne s'en aperçoive. Néanmoins, la façon dont Yuri se comporte montre clairement qu'il ne se contente pas de lancer des fléchettes dans le noir. Même Goriot a le sentiment que Yuri Briol n'est pas un noble naïf qui joue au marchand. Qui des calculateurs, vif et en sait probablement beaucoup plus qu'il ne le laisse entendre. Maintenant, Yuri commence à calculer les chiffres, non pas en tant que prince, mais en tant qu'investisseur sérieux. Giorgio prend son temps pour réfléchir avant de finalement faire signer l'accord à l'enfant. Yuri est tout sourire, clairement satisfait de l'accord qu'il vient de conclure. Hernando, quant à lui, n'arrive pas à comprendre comment ce gamin a eu le courage d'emprunter une somme aussi énorme à Giorgio de tous les gens. Le gars grogne toujours, se plaignant que personne ne l'a prévenu, et est particulièrement aigri qu'il n'ait même pas encore joué. Yuri savait très bien que ce type l'aurait traîné directement au château et devant son père, alors il a gardé le secret. Maintenant, il a des affaires à régler à la guilde. Et en ce qui concerne le Mogranza, le profit est déjà dans le sac. Yuri est bien conscient que la première victime de la guerre civile imminente sera probablement l'alchimiste, la seule personne qui sait comment traiter le Mogranza et un aide de confiance du duc Klein. Jusqu'à ce qu'un remplaçant se présente, Yuri a déjà prévu de vendre l'épice au prix qu'il veut. Il sait aussi qu'il ne faut pas confier ce travail à n'importe qui, c'est pourquoi ils finissent dans un endroit louche et délabré. Hernando juge sérieusement le gamin pour s'être présenté dans un endroit comme celui-ci. Yuri frappe fort, appelant un bois de pluie, tandis qu'Hernando continue d'insister sur le fait que la guilde aurait été un choix plus judicieux. Irene sort complètement désemparée, demandant ce qui se passe. Yuri ne perd pas de temps pour se présenter et lui offrir un emploi. Pendant ce temps, le mage Dimbo est pratiquement en train de craquer devant le fait que le troisième prince s'abaisserait à ce point et essaierait d'embaucher quelqu'un comme elle. Il critique le jugement de Yuri, déconcerté qu'il confie l'avenir du commerce de Mogranza à une petite boutique inconnue. Mais avec un sourire narquois, Yuri sait qu'à l'heure actuelle, il pourrait sembler que personne ne dirige une entreprise commerciale minable. Pourtant, il sait une chose avec certitude. Irene Wood va devenir le plus grand marchand de tout le continent. Alors que Goriot utilise toutes les sales combines lorsque les choses se corsent, Irene, en revanche, accorde avant tout de la valeur aux promesses. Le petit Yuri a un sourire effrayant, sachant que dans sa vie passée, le gars n'a atteint que le statut de marchand légendaire. Mais cette fois-ci, Yuri a l'intention de le transformer en un mythe à part entière. Hernando, essayant toujours de suivre, ose demander si Yuri en a enfin fini avec toutes ses affaires extérieures. Yuri se contente de hausser les épaules, disant qu'il lui reste une dernière chose à régler.
Alors Hernando finit par le poursuivre alors que Yuri pense déjà à l'avenir. Le prêteur sur gage de la pègre et le grand marchand sont tous les deux d'accord avec son plan. Il ne reste plus qu'une seule pièce pour compléter l'ensemble. Les deux arrivent dans une rue délabrée où des mendiants se battent pour des restes de nourriture. Yuri sait que ça doit être quelque part dans les environs, et bien sûr, ses yeux se posent sur un groupe d'enfants. En tant que troisième prince, Yuri Briol s'avance et s'adresse à la femme parmi eux, la même qui a tué Goryo dans sa vie passée. C'est l'assassin de légende, Asana. Bien sûr, la grande question dans l'esprit du futur assassin était de savoir pourquoi le prince du royaume se promènerait dans les bidonvilles. Yuri l'a rapidement assuré qu'il était venu avec de bonnes intentions. Il n'y a pas lieu d'être aussi méfiant. En fait, il est ici parce qu'il pensait pouvoir apporter une aide aux nécessiteux. Il se tourna vers Hernando et fit signe pour la chose qu'ils avaient préparée à l'avance. Le mage n'a pas pu se résoudre à la laisser partir. Finalement, il a été forcé de remettre le sac rempli à ras-bord de pièces de monnaie. Le regard du prince s'est promené et a vu une petite fille se cachant derrière Asana, manifestement méfiante envers les étrangers bien habillés. Yuri pouvait dire que cet enfant était la raison pour laquelle Asana avait emprunté une grosse somme d'argent à Goryo dans sa vie passée. Elle a dû prendre son courage à deux mains afin d'obtenir pour la petite fille le traitement dont elle avait besoin pour sa maladie. Tout comme tous ceux qui ont emprunté au prêteur sur gage impitoyable, la vie d'Asana a rapidement dégénéré en ruine à partir de ce moment-là. Cela l'a finalement conduite sur la voie d'un assassin. Elle s'est rapidement fait un nom dans le monde souterrain comme l'un des tueurs les plus habiles du marché. Le petit voyage de Yuri dans ce bidonville vise à empêcher que ce destin malheureux ne se produise. Sans donner plus de détails, il tendit à Asana le sac de pièces de monnaie et lui demanda d'emmener la petite fille au temple pour y être soignée. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait en échange d'une somme aussi importante, il a eu une réponse très courte. Avec un sourire radieux, tout ce qu'il demandait en retour était qu'Asana se souvienne de son nom, Yuri Briol, le troisième prince du royaume. Après cela, ils ne sont pas restés longtemps et ont quitté la partie déprimante de la ville. Tout en sortant de la zone misérable, Hernando n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi le prince donnerait tout cet argent à un mendiant au hasard. Eh bien, ce sera un investissement très lucratif pour l'avenir. En une seule nuit, il a établi des liens inestimables avec trois des personnages les plus importants dans quelques années. Il a maintenant les personnages clés dont il aura besoin dans sa poche. En dehors de ces trois, il ne reste qu'une seule personne qu'il doit mettre de son côté. Il se tourna vers Hernando et posa une question simple. Il demanda au mage insouciant quelle vision il avait vue dans la tombe du roi fondateur. Avec un sourire ironique, il répondit que tout ce qu'il avait fait dans ce monde de rêve, c'était dilapider son argent au jeu. Yuri ne s'attendait pas du tout à une réponse aussi stupide. Le mage expliqua qu'il avait joué à un jeu dans le casino Bart Lagos de l'Empire, sa vie étant en jeu. Bien que cela soit surprenant au début, connaissant ce joueur dégénéré, un tripot est vraiment son champ de bataille. Mis à part les visions, Yuri voulait qu'Hernando garde le silence sur tout ce qui s'était passé ce soir-là. Cela signifie qu'il faut garder le secret même pour le roi. Comme le troisième prince s'y attendait, le mage de la cour fut appelé dans la salle du trône pour rendre compte des activités du prince. Même s'ils avaient essayé de se faufiler sans déclencher d'alarme, le roi avait quand même entendu dire qu'ils étaient sortis la nuit dernière. Hernando n'a pas pris la peine de nier leur excursion, alors le roi a voulu plus de détails. Le mage a expliqué en détail comment Yuri l'avait pratiquement forcé à quitter le palais au milieu de la nuit. Il a avoué en toute sincérité qu'ils étaient allés directement au plus grand casino de la capitale. Des scènes de leurs transactions louches avec ce prêteur sur gage notoire ont défilé dans son esprit. Bien sûr, le roi Fior supposerait qu'ils étaient allés à cet endroit pour jouer et gaspiller de l'argent. Avec le sourire le plus sincère qu'il pouvait rassembler, le mage a menti à pleines dents et a répondu qu'ils avaient dépensé de l'argent aux tables. Le roi n'a pas semblé surpris ou contrarié. Pour mieux vendre le mensonge, Hernando a ajouté qu'il avait perdu tout l'argent qu'il avait prêté au jeune prince dans des jeux de cartes, auxquels il n'était pas très bon. Lorsqu'on lui a demandé de donner plus de détails sur ce qui s'était passé la nuit dernière, des scènes de leur voyage bizarre ont défilé dans son esprit. Ils ont pris l'argent emprunté aux trafiquants souterrains connus pour le donner à une vieille guilde marchande défaillante. Ensuite, le reste des pièces a été donné à un orphelin au hasard dans les bidonvilles. Bien sûr, Hernando n'est pas entré dans ces détails. Selon ses dires, ils se sont juste promenés et ont vu comment vivaient les gens. Le prince était simplement intéressé par la façon dont son peuple vivait sa vie. Avant le lever du soleil, ils étaient de retour au château. Rien de plus, rien de moins. Le roi Fior a pris connaissance du rapport avec un discernement stoïque. Il pouvait dire que le mage de la cour n'était pas entièrement sincère, mais il n'a pas cherché à en savoir plus. Changeant de sujet, il demanda à Hernando s'il allait assister au bal qui allait bientôt avoir lieu. Avec un sourire jovial, le mage de la cour a répondu oui avec assurance. Le roi était assez surpris. Ce type n'était pas du genre à aller à des bals formels, mais les esprits des gens changent tout le temps. En outre, cela faisait un certain temps qu'il n'avait pas sorti ses mouvements sur la piste de danse. Pendant ce temps, Yuri est de retour sur les terrains d'entraînement pour son entraînement quotidien avec le démon de l'épée. Comme d'habitude, il est à terre après une bonne raclée. Pendant qu'il se remettait de sa dernière raclée, il remarqua une certaine agitation à proximité et taquina Bernard en lui disant qu'il était très populaire auprès des dames du château.
Les servantes ne cessent de jeter des coups d'œil à l'entraîneur robuste, en rougissant et en murmurant entre elles. Yuri a essayé d'inciter son professeur stoïque à assister au bal pour donner aux dames ce qu'elles voulaient. Bernard a simplement rétorqué qu'il n'avait aucun intérêt pour de telles choses. Cette technique d'épée héritée, d'autre part, lui trotte dans la tête depuis qu'il a commencé à l'essayer. Malheureusement, le troisième prince avait raison. Peu importe ses efforts pour donner un sens au mouvement, il n'y avait tout simplement pas de forme décisive dans la technique, car il ne pouvait mettre en pratique que la moitié de l'ensemble. Pour Yuri, la technique de la séparation de l'âme vient naturellement. Il bouge avec le flux sans rime ni raison. Il n'y a tout simplement rien de tel. Une méthode de mana directement liée à une technique d'épée n'existe nulle part ailleurs, mais Bernard ne veut pas abandonner. Peut-être que regarder le troisième prince dans un vrai combat lui donnerait une meilleure compréhension. Quant à leur entraînement régulier, il est très satisfait de la progression de Yuri, que ce soit en matière d'escrime pure ou d'utilisation du mana. Pour être honnête, la croissance de ce gamin est stupéfiante. En vérité, ce type de progrès n'était pas vraiment un progrès du tout. Le prince essaie toujours d'effacer les traces de la méthode Briol qu'il avait maîtrisée dans sa vie passée. Avec une vive inquiétude, le démon de l'épée a demandé à l'enfant de ne jamais se précipiter. Il craint que Yuri ne progresse beaucoup trop vite, plus vite que son corps en pleine croissance ne pourrait le supporter. Il a déjà accompli tant de choses à un jeune âge, mais au rythme où il va, des complications pourraient survenir. Avec un sourire confiant, Yuri a assuré au vieux nerf de l'épée qu'il maintiendrait toujours un bon équilibre. Il connaît son corps le mieux. En fait, il peut faire un autre round d'entraînement dès maintenant. Pour pimenter les choses, il a jeté l'épée en bois. Il a dégainé la lame de l'ancêtre et, avec un sourire narquois, a défié Bernard de tirer la sienne. Le démon de l'épée a honoré sa demande et a élégamment tiré son arme. Pour une couche de risque supplémentaire, Yuri a proposé un pari. S'il réussit à porter une attaque, Bernard doit assister à la prochaine. Bien sûr, le nerf de l'épée a refusé un pari aussi ridicule. De plus, il est convaincu qu'il gagnera de toute façon. En dehors de cela, il n'a aucune confiance que Yuri, avec sa crédibilité nulle, honorerait un quelconque pari. Agacé par le fait que son professeur rejette pratiquement son défi, le troisième prince a injecté du mana dans sa lame. Il a décollé comme une balle, prêt à bondir sur toute ouverture qu'il pourrait trouver. La lame de Yuri est entrée en collision avec celle de Bernard, maître et élève s'affrontant avec le sourire aux lèvres. Spoiler alerte, le troisième prince a perdu. Il a encore un long chemin à parcourir. Quelques jours plus tard, les sons de sabots galopant vers le château peuvent être entendus des quatre coins du royaume. Le jour du bal était enfin arrivé. Dans l'une des luxueuses calèches, un grand homme blond vêtu d'une armure brillante regardait par la fenêtre. Le deuxième prince de l'Empire, Georg Ivarna Grandzeyen, est sur le point d'arriver. Assise en face de lui, il n'y avait personne d'autre que la petite princesse Yekaterina Ivarna Grandzeyen. Cela fait si longtemps qu'elle a quitté l'Empire. Ce soir, il y a quelqu'un qu'elle veut vraiment rencontrer. Quelques heures avant le début du bal, le troisième prince se prépare. Il a finalement abandonné ses vêtements simples et confortables pour quelque chose de plus royal et de plus grandiose. En vérité, il ne voulait rien de plus que se débarrasser de cette tenue fantaisiste. Toutes les décorations sont trop flashy pour son goût rude. Ina a fait valoir qu'il aimait les choses extravagantes comme ça auparavant. Après l'avoir boutonné et redressé sa tenue, Ina s'est dirigée vers la porte. Avant qu'elle ne puisse partir, le troisième prince l'a invité à danser. Il a fait valoir qu'il voulait s'entraîner et qu'il n'avait personne d'autre avec qui s'associer. Ina balbutia, semblant troublée par la demande du jeune maître. Elle pensait que ce garçon devait avoir l'intention de lui marcher sur le pied pour la faire tomber ou quelque chose comme ça. Il l'a pris doucement par la main, tirant Ina plus près tout en promettant de ne pas la déranger. Aucune plaisanterie du tout. Ce soir, ils ne sont que des partenaires dansant au son de leur propre musique. Il a pris les devants, et elle a suivi. Ina sentit son cœur de jeune fille faire un bond, incapable de prononcer un mot alors que le jeune maître fringant la berçait avec soin. Quand elle s'est calmée, Ina s'est vantée d'être une assez bonne danseuse. En réponse, il lui a demandé en plaisantant avec qui elle dansait. Une fois de plus, Ina s'est vantée d'être assez populaire, mais elle n'avait jamais dansé avec quelqu'un d'aussi petit auparavant. Pas de souci. Cette différence de taille ne posera bientôt plus de problème. Pendant quelques minutes, les deux ont dansé librement sous le clair de lune, regardant par la fenêtre, et Ina lui a marché sur le pied à plusieurs reprises. À l'intérieur de l'opulente salle de bal, les sons d'une musique mélodieuse remplissaient les salles. Les nobles et leurs partenaires se sont lancés sur la piste pour montrer leurs mouvements élégants. En haut, dans la loge la plus haute, le roi Fior est assis sur son trône, buvant son vin tout en observant les festivités. À côté de la table avec une large gamme de nourriture, les trois princes parlaient et riaient. Pendant qu'il est engagé dans une conversation, Yuri examine attentivement la pièce. Il pouvait voir le comte Sidor présent. L'homme est vraiment différent du reste des chevaliers. Étonnamment, il n'a pas envoyé le baron Arancha comme mandataire ce soir. Les yeux de Yuri se sont dirigés vers les lunettes de son frère aîné. Il a demandé au prince héritier si sa vue empirait encore, mais le grand frère a assuré à Lilbro que ce n'était pas assez grave pour s'inquiéter. Enfin, les trompettes ont retenti, signalant l'arrivée d'invités importants.
Les nobles se sont écartés alors que le deuxième prince de l'Empire est entré vaillamment avec sa bande. Le prince Georg a marché droit vers le roi pour lui présenter ses respects. Fior a serré la main de Blondie et l'a poliment remercié d'avoir fait le voyage. Ils ont échangé d'autres amabilités, et Georg a finalement présenté sa petite sœur à tout le monde. Quand Yekaterina est apparue, Yuri a ressenti un sentiment d'angoisse dans son estomac. Contrairement à son regard sombre, la petite princesse était tout aussi polie et gracieuse dans ses salutations. Qui aurait cru que cette fille angélique épellerait la chute du royaume? Même maintenant, Yuri se souvient encore de leurs doux souvenirs ensemble. Bien sûr, il connaît aussi la fin inévitable et douloureuse. Ses excuses écrites sur un morceau de papier envoyé par un pigeon voyageur hantent encore ses rêves. Dans cette vie, il a juré de ne jamais créer de rapport ou même interagir le moins du monde avec cette fille. Il ne peut pas se permettre de faire la même erreur coûteuse. Plus jamais. Sa rumination silencieuse sur la touche a attiré l'attention de la princesse. Alors que les autres princes du royaume lançaient des compliments et des amabilités, elle a simplement répondu brièvement avec des sourires polis. La nuit a continué comme d'habitude. Où que la princesse aille, Yuri s'assure de rester à l'écart du périmètre. Sur la piste de danse, il pouvait voir son frère aîné danser avec une noble. Comme on pouvait s'y attendre de Cédric, il est aussi respectueux et gracieux que jamais. Yuri pouvait voir toutes les qualités d'un seigneur bienveillant et de ce frère à lui. Comparé à ce type, il est comme un pourceau inculte. Il ne peut même pas éviter en douceur la princesse de l'Empire pour une nuit. Heureusement, son deuxième frère est toujours là pour embêter la jeune femme. Même si Yuri porte tous les bagages du futur qui ne s'est pas encore produit, les sentiments et les souvenirs sont toujours là. Heureusement, Ina était là pour le réconforter avec ses délicieux biscuits et son sourire chaleureux. Il a demandé si servir les invités dans un événement aussi important était fatigant. Elle a répondu en plaisantant que cet événement n'était rien comparé au fait de s'occuper de quelqu'un en particulier. Après avoir pris tous les biscuits de son plateau, l'humeur de Yuri sembla s'éclaircir un peu. Il s'appuya contre la table, espérant que cette nuit de formalités nobles prendrait fin. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée du second prince de l'Empire qui l'approchait avec un regard inquiet. Dans sa vie passée, Georg Ivarna Grandzeyen était devenu une figure légendaire. Il commandait les troupes sur le terrain à la place du roi. La formation d'étiquette de Yuri s'est rapidement mise en place. Il s'inclina poliment et se présenta officiellement comme le troisième prince du royaume à l'homme qui avait ruiné Brial. Il lui fallut chaque once de sa volonté pour rester calme et réprimer sa soif de sang contre ce type. Malheureusement pour Yuri, il semble que Georg s'était particulièrement intéressé à lui. Avec un sourire narquois, le second prince dégagea soudain une aura fortement oppressive qui s'enroulait autour de son cou. On aurait dit que de multiples lames enroulées dansaient et touchaient ses points vitaux. Le second prince demanda d'un ton sinistre s'il venait d'avoir 13 ans cette année. On pourrait avoir besoin du FBI ici, mec. Sans attendre de réponse, Georg s'éloigna avec suffisamment d'informations pour discerner que le troisième fils de Fior était un jeune homme talentueux. Yuri serra le poing de frustration. Ce type vient de le menacer ouvertement avec un test intrusif. Il sentait à quel point Georg était fort et dangereux, et il n'était même pas encore à son apogée. Ces rejetons de l'Empire sont vraiment une bande de bâtards. Soudain, le bruit de verre à vin se brisant sur le sol attira l'attention de tout le monde. Ina avait accidentellement renversé du vin sur la cape de Georg, un grave manque de respect envers le symbole de l'Empire. Au lieu d'avoir l'air contrarié, le second prince semblait plutôt espiègle. Yuri vit toute la scène se dérouler, et il sentit son sang se glacer. Sans hésitation, Georg fit signe de tirer son épée de son fourreau. Il plaça légèrement la lame contre le cou d'Ina comme un bourreau assoiffé de sang. Il cita que selon les règles de la couronne, une telle grave erreur est passible de mort. Yuri était le seul à avoir vu que ce connard avait fait trébucher Ina exprès. La servante a fait une erreur, et le second prince voulait sa tête au nom de sa soi-disant justice. Heureusement, le roi intervint pour réprimander le prince Georg pour avoir interrompu le bal. Le roi Fior affirma que si c'était du sang qu'il voulait, il devrait en verser dans son propre pays. Georg sentit la pression des mots du roi, retira sa lame, s'inclina et s'excusa gentiment. Il exposa respectueusement le respect mutuel entre le royaume et Brioche jusqu'à présent. Puis, avec une redirection magistrale, il évoqua le nom de Gatincha. Gatincha est un chevalier de l'Empire, impitoyablement exécuté par Fior à Empirland. L'empereur respecta l'honneur du roi et ne demanda aucune forme de rétribution ou de compensation. Le prince Georg compara cet événement à celui qui se déroulait en ce moment. Il insista sur le fait que décapiter cette servante était une question de protection de la paix et de l'honneur des deux nations. C'est une situation délicate. C'est un défi indirect à l'autorité de Fur. En une phrase, Georg adossa le roi à un coin au risque de son honneur. Empêcher le prince d'exiger sa vision tordue de la justice serait considéré comme un défi direct à l'Empire. Yuri pesa ses options. Les nécessités et les conditions, les idéaux dans la réalité, la raison et le pouvoir sont tous des principes qui sont largement dépassés par la philosophie principale de Brioche. Un Brioche ne doit jamais abandonner l'honneur. Même après la mort, il faut maintenir ce mode de vie. Le serment de Briol est au-dessus de tout. Avant que le prince Georg ne puisse brandir son arme pour séparer la tête d'Ina de son corps, Yuri l'interrompit bruyamment.
Il se dirigea calmement vers le milieu de la pièce et déclara être le propriétaire de la servante. Puisqu'elle est à son service, ses méfaits sont aussi bons que les siens. Puisqu'il est lui aussi un prince, il demande à Georg de reconsidérer cette punition. Intérieurement, Yuri ne pouvait s'empêcher d'avoir l'impression d'être puni pour son passé criminel. Quelles que soient les cartes qui lui ont été distribuées, il doit jouer le jeu. Il n'a jamais eu le choix au départ. Au lieu d'une exécution impitoyable au milieu du bal, il proposa un double procès à la place. En entendant la requête sincère du garçon, le second prince de l'Empire ne put retenir son rire amusé. Cette fois, le nom de Yuri était définitivement resté gravé dans son esprit. Alors que les deux princes se tenaient l'un devant l'autre, les nobles environnants retinrent leur souffle. Georg se tourna vers le roi et exprima son intention d'accepter l'alternative ridicule. Fior accepte à contre-cœur ce compromis, sachant qu'il jette son garçon dans la gueule du loup. Heureusement, le prince Georg sauva la face en insistant sur l'utilisation d'un mandataire pour un duel en raison de leur grande différence de force. Il choisira la personne la plus jeune de la garde royale de l'Empire pour donner une chance au troisième prince. Une fois que cela est réglé, le second prince ne voit plus de raison de rester et de se mêler. Une fois que le lunatique fut hors de vue, Yuri courut rapidement aux côtés d'Ina pour s'enquérir d'elle. Elle tremble encore de peur. Elle était à quelques secondes de perdre la vie de manière aussi horrible après tout. Yuri essaya de l'aider à se relever, mais elle n'avait pas la force de le faire. Elle ne pouvait supporter l'idée de mettre son maître en danger. En fin de compte, elle dut être escortée par ses camarades de service. Yuri marcha dans la direction opposée et rencontra par hasard la princesse de l'Empire. Le sourire de Yekaterina avait disparu. À sa place se trouvait une expression sérieuse. Yuri ferma les yeux et rejeta les pensées inutiles du passé et s'éloigna rapidement sans dire un mot. Hernando vit toute la scène se dérouler en sirotant son vin de loin. Sur le chemin du retour vers sa chambre, le frère aîné de Yuri l'attendait pour qu'il passe. Le comportement décontracté du prince héritier avait disparu. Avec inquiétude et préoccupation, il demanda à son petit frère ce qui allait se passer ensuite. Yuri se sentit obligé d'expliquer qu'il ne pouvait supporter de voir ce connard tuer Ina comme de la viande dans un abattoir. Le prince héritier soupira et ébouriffa affectueusement les cheveux du garçon. Cela faisait un certain temps qu'il n'avait pas ressenti la véritable préoccupation de son frère pour son bien-être. Avant de le congédier, Cédric demanda à son petit frère s'il avait besoin d'aide concernant ce prochain casse-tête. Le prince Georg donna l'impression d'être prévenant en assignant un mandataire proche du niveau de Yuri, mais Cédric considère cela comme l'opposé exact. Si Yuri devait combattre un chevalier proche de son âge et de sa force, une sorte d'accident pourrait survenir lors du procès. Cédric voulait intervenir et s'occuper lui-même du problème en utilisant ses propres moyens. Cependant, Yuri ne veut pas cela. Il a commencé ce problème, il voulait donc être celui qui y mettrait fin. Sentant la confiance tangible de son petit frère, Cédric abandonna le sujet et choisit de faire confiance au garçon. En ce moment, le bal est un peu un gâchis lorsque le second prince de l'Empire s'est enfui. C'est le travail de Cédric de réparer l'atmosphère pesante là-bas. Yuri admire vraiment son grand frère. Si le royaume n'était pas tombé, il est certain que Cédric aurait été un grand dirigeant. Dans cette vie, il veut voir quel type de royaume Briol est capable de devenir sous le règne de Cédric. Pour que cela se produise, le garçon doit se battre et s'assurer qu'un avenir existe. Il n'a pas fallu longtemps à Georg pour choisir le chevalier le plus jeune de son ordre. Aujourd'hui, un beau gosse roux produit de l'Empire est monté sur scène pour affronter le troisième prince pendant que tout le monde regarde confortablement installé. À en juger par son sourire excité, Hernando n'avait pas l'air trop inquiet par cette rencontre. Quant au capitaine Sand, il a vu suffisamment de génie pour dire que l'énergie de l'adversaire est extrêmement stable. Basé sur les mouvements raffinés, le chevalier ressemble aussi à un expert en lames. Ce type est le produit de l'éducation militaire de l'Empire après tout. Alors que le capitaine Sand s'inquiète de la sécurité de Yuri, le mage de la cour ne fait que sourire et rire à côté de lui. En regardant la scène, le troisième prince ne faisait que s'étirer les bras en bâillant comme si ce combat était la chose la plus ennuyeuse au monde. Selon l'estimation d'Hernando, il n'y a absolument rien à craindre. Dans ce monde, le titre de grand sorcier est un rang pratiquement impossible à atteindre. Parmi les rangs attribués aux mages dans diverses tours de magie, le titre n'est donné qu'aux mages qui ont obtenu ce qu'on appelle la magie d'origine. Parmi ces sorts de magie d'origine tout-puissants, il existe le pouvoir ultime de jeter un coup d'œil au destin du monde, la magie révélatrice du destin omnisciente. Dans ce monde, il n'y a qu'un seul mage qui ait réussi à apprendre cette capacité surpuissante, Hernando. Il se souvient d'avoir affronté le troisième prince lorsqu'ils étaient tous les deux dans leur phase de joueurs dégénérés. C'était la première fois qu'il perdait de l'argent depuis qu'il avait obtenu sa magie d'origine. Au début, il a essayé de l'attribuer à une coïncidence. Peut-être que c'est juste de la malchance de sa part, mais c'est impossible. Sa magie révélatrice du destin lui permet de lire la main d'un adversaire et le cours de la fortune d'un simple coup d'œil, mais il ne peut rien lire sur l'avenir du morveux. Quand il essaie assez fort, il voit l'illusion d'une montagne d'épées. Au milieu de ces auberges, il pouvait distinguer un garçon aux cheveux noirs et aux yeux dessinés avec un regard arrogant appartenant indubitablement au troisième prince. Hernando regardait le jeune homme traverser des hordes d'ennemis malgré son corps ensanglanté et meurtri. Il balançait son épée et ne cédait jamais une seconde.
L'étrange vision s'est terminée avec le jeune chevalier s'effondrant dans un désespoir total. À l'époque, Hernando avait rejeté l'histoire comme une simple bizarrerie de sa capacité, une coïncidence, si vous voulez. À partir de ce moment, il a pris conscience d'une anomalie dans l'ordre de l'univers. Hernando était juste à côté du prince tout le temps. Il a été témoin des actions erratiques et des changements drastiques du garçon. Hernando était convaincu que sa magie révélatrice du destin pouvait percer ce mur apparemment incassable, mais maintenant cela a du sens. Il est presque certain que le prince Yuri est un homme sans destin. En ce moment, ce gamin sans avenir discernable est sur le point de montrer ses compétences devant tout le monde dans l'arène. Son adversaire s'est entraîné et a balancé son épée de l'autre côté de la scène, rendant le troisième prince fou d'impatience. Le deuxième prince Georg a demandé aux participants s'ils étaient prêts, et les deux combattants ont donné leur accord pour le début. Sous l'examen minutieux du roi, le combat d'essai a officiellement commencé. Dans les premières secondes, le prince et le chevalier ont maintenu leur distance tout en guettant les mouvements rapides. Dès que le signal de départ a été donné, Yuri s'est précipité à une vitesse fulgurante. Au grand étonnement du chevalier, il s'est imaginé se faire prendre par la première attaque si violemment qu'un quart du haut de son corps a été anéanti. Comme un vrai combattant éprouvé, le chevalier a surmonté la surprise et a levé son épée pour se défendre. Ils ont échangé des coups à quelques millisecondes d'intervalle tout en sautillant partout. La lame de Yuri attaquait et défendait selon qu'il avait besoin de défense ou de létalité. Au fur et à mesure que le combat avance, il devient plus difficile de réprimer son sourire. En ce moment, l'adversaire qui essayait de le prendre au dépourvu a une longue blessure à la lame sur la joue. Dans la foule, Fior se tourna vers son mage de cour pour une question. Avec l'inquiétude d'un père, il a interrogé Hernando sur l'issue possible de cette danse des lames. En toute honnêteté, le mage omniscient ne peut pas du tout voir le résultat final. Au lieu de se sentir contrarié, il s'est senti ravi à la place. Le roi se souvint que lorsque le jeune magicien est arrivé à Brioles, il avait déclaré que c'était par la guidance céleste qu'il avait atterri ici. Lorsque le roi a demandé si le moment de son départ était enfin arrivé, Hernando a répondu non de manière décisive. Fior soupira de soulagement. C'est une bonne chose qu'un atout aussi précieux reste à ses côtés. Hernando a répondu humblement, et le roi l'a averti qu'une modestie excessive pourrait entraîner un malheur. Demandant au roi de reporter son attention sur le combat, il a interrogé le plus puissant épéiste du monde sur son point de vue sur qui est l'épéiste le plus fort entre les deux sur scène. Sans l'ombre d'un doute, le roi Fior a décerné le titre au jeune chevalier prodige de l'Empire. Logiquement et de manière réaliste, le roi a raison de le dire. Hernando commence enfin à comprendre pourquoi les signes célestes l'ont pointé vers ce royaume. Les cieux essaient de le mettre à proximité d'un homme qui pourrait changer le destin du monde entier. Au début, il pensait qu'il était attiré par le plus fort épéiste, le roi. En toute honnêteté, les années de paix l'ont amené à croire qu'il était temps de faire ses valises, de partir et de ne jamais regarder en arrière. Mais avec ce jeune homme intéressant qui se transforme en un spécimen assez intéressant, Hernando ne peut absolument pas s'en aller et rater ça. Lorsque le jeune chevalier a essayé de le bousculer, Yuri a augmenté l'intensité de son mana recouvrant sa lame ancestrale. Il a fini de tester les os et d'y tremper juste ses orteils. Il est temps de lancer une véritable attaque pour mettre fin à cette farce. Le jeune chevalier pouvait sentir et voir l'augmentation soudaine de la vitesse du prince. Comme de l'eau qui coule, le reflet de la lame a dansé autour avant d'atteindre la portée mortelle à travers le cou de l'ennemi. Alors que le mana se rapprochait suffisamment pour brûler sa peau et que la froideur de la lame se rapprochait, le jeune chevalier ferma les yeux et accepta son destin imminent. Ceux qui ont été le plus surpris étaient les membres de la famille royale sur le pont d'observation de l'Empire. À son niveau, Fior a réussi à suivre la série d'attaques jusqu'au dernier détail. Même le capitaine Sand était bouche bée devant le renversement soudain sur scène. Quant à Hernando, il sourit ironiquement au choix que le garçon avait fait. Il a en fait tordu son épée à la dernière seconde possible. À quelques centimètres d'une décapitation nette, il a délibérément arrêté l'assaut de sa lame. Lorsque le jeune chevalier a finalement exprimé sa reddition, les acclamations pour le prince ont éclaté des ponts d'observation. Hernando a parcouru les terres à la recherche de signes célestes. Qui aurait cru qu'il rencontrerait quelqu'un qui défierait sa lumière directrice? La vie s'est transformée en mort et la mort en vie. Le destin de l'humble mage avait finalement changé, tout comme celui du garçon. Chaque pas qu'il fait défie la volonté du cosmos. Yuri Briol est la seule forme de vie libre des limites d'un destin établi. Hernando a hâte de voir comment ce gamin va faire des vagues dans le monde entier. Se demander comment ce transgenre du destin remodèlera le destin du monde remplit le mage d'une anticipation palpitante. Juste comme ça, 5 années se sont paisiblement écoulées au pays de Brioles. Aujourd'hui, une nouvelle servante traverse à toute vitesse les couloirs du château, remplie d'anxiété. C'est son premier jour à ce nouvel emploi, et elle a mélangé sa zone attribuée. Alors qu'elle espérait se mettre en position sans que personne ne le remarque, une voix l'a arrêté net. Il avait une voix grave, un regard sombre dans les yeux et des cheveux noirs symbolisant la loyauté de Brioles. L'homme l'a interrogé sur son errance apparemment suspecte dans les couloirs vides. Nuobi a fait de son mieux pour se calmer et se souvenir de ce que ses aînés lui avaient enseigné. L'homme a continué à la sermonner. Il ne portait pas une expression stoïque, donc ce n'était pas le roi. Le prince héritier, en revanche,
salue toujours les autres avec un doux sourire. Celui-ci a des yeux sinistres et des pas tordus. Il doit être l'un des princes restants. Craignant d'offenser l'un des patrons lors de son premier jour, Newbie a essayé de se faire pardonner. L'homme lui a crié encore plus fort pour avoir ignoré sa présence royale. Il a demandé si ses servantes avaient une sorte de manuel, mentionnant qu'il fallait l'éviter. À bout de patience, le prince a finalement décidé de donner une solide éducation à la nouvelle fille. Avant que cela ne puisse aller plus loin, une voix décontractée a interpellé son frère pour qu'il arrête le comportement effrayant. Lorsque Newbie s'entraînait juste pour entrer dans le château, tout le monde lui a dit de prendre note d'une personne de plus dans cette forteresse. Si elle voit quelqu'un portant une expression confiante tout en portant une épée à la taille, elle doit saluer le beau troisième prince avec le plus grand respect. Après avoir séparé de force son frère de cette pauvre servante, Yuri est allé se promener dans la cour avec un sac de collation à la main. En guise de paiement pour l'avoir tiré d'affaire, la servante lui a gentiment tendu un sac de friandises décadentes. C'était assez délicieux. Après s'être essuyé la bouche et avoir épousseté ses mains, Yuri s'est concentré. Il est maintenant au niveau du royaume non armé, un état où la pression sur sa main et son corps est diminuée avec ou sans l'épée. Atteindre ce niveau après des années de travail acharné est tout un exploit. Une demi-décennie s'est écoulée depuis qu'il a été tué par l'épée de mort-vivant de Laurent et qu'il est revenu à son corps de 13 ans. Maintenant qu'il a 18 ans, les jours paisibles vont bientôt prendre fin. En parlant de ça, ces vieillards en charge de l'avenir du royaume sont probablement en train de brailler en ce moment. Yuri se dirigea vers la salle de conférence. Il a frappé et crié pour que quelqu'un le laisse entrer, mais en vain. À l'intérieur, des sons de disputes intenses s'échappaient par la porte. Le garde posté à l'entrée a suggéré que le troisième prince essaie de frapper une fois de plus, et peut-être que quelqu'un entendrait et le laisserait entrer. Lassé de perdre du temps à être ignoré, Yuri a utilisé son amélioration de mana nouvellement acquise pour ouvrir la porte d'un coup de poing. Les nobles de haut rang du royaume étaient effrayés et confus de voir le troisième prince s'excuser pour l'intrusion. Il frappe depuis une minute, mais personne ne semblait l'entendre. Comme un type raisonnable, il a utilisé plus de force la deuxième fois. Yuri s'est tourné vers son père à la tête de la table et a demandé à être inclus dans cette conférence. Après avoir été assis, la discussion sur le dernier et le plus important point à l'ordre du jour a continué. L'un des jeunes comtes a relancé le dialogue en affirmant qu'il n'avait pas de troupes de rechange pour aider les alliés en dehors de la frontière. Si les nobles ignorent la demande sincère de l'Empire, alors ce sont eux qui devraient en assumer la responsabilité. Yuri comprenait pourquoi tout le monde se sentait si fortement concerné par leur position sur cette question. Tout le monde examine attentivement ses gains et ses pertes. Tout est une question d'argent. S'il se souvient bien, cette coalition de forces alliées et le sinistre incident qu'elle subira sont sur le point de commencer. L'Empire a lancé un appel à toutes les puissances voisines pour qu'elles rejoignent les forces d'Italie. Ils ont humblement demandé des troupes à diverses nations dans l'espoir de constituer une armée suffisamment importante pour un raid massif d'or vers l'Est. Yuri sait que cette opération se soldera par un échec total et complet. Dans leur fureur, les Ors ravageront l'armée humaine, exerçant une pression immense sur les nations frontalières. La chose étrange était que les Ors ignoraient apparemment l'Empire. C'est alors que tout le monde a réalisé que la lettre, le raid raté et tout ce qui s'est passé ensuite avait été parfaitement orchestré depuis le début. Ce faisant, Brio a perdu des chevaliers et des héros exceptionnels, dont Sir Liane Flandre. Avec Yuri présent dans la pièce où cela se passe, il ne laissera pas les choses mal tourner dans cette vie. La table était à peu près divisée sur la décision d'envoyer ou de ne pas envoyer de troupes aux forces alliées. Avant que les jérémiades et les gémissements sur la protection de leurs effectifs ne puissent empirer, Yuri s'est porté volontaire de manière décisive pour être envoyé lui-même sur les lignes de front. Il rejoindra les forces alliées afin qu'ils puissent montrer correctement leur sincérité au monde. Quant à ces vieillards politiciens, tout ce qu'il leur demande, c'est de faire leur noble devoir et de ne plus apporter de honte au nom de Brial. Entendre son fils parler avec candeur et honneur fit sourire un peu le roi. Il était assez impressionné que son garçon soit arrivé avec une réponse qui cocherait toutes les cases requises. Plus tard dans la journée, Yuri s'est rendu sur son terrain d'entraînement bien aimé pour s'entraîner avec Bernard. L'un de ses frères, le grossier, est arrivé en courant dans l'arène pour lui demander si la nouvelle selon laquelle Lilbro se dirigeait sérieusement vers le front était vraie. La brute arrogante et ignorante ne pouvait pas comprendre pourquoi Yuri risquait sa sécurité alors qu'il était une royauté intouchable au sein du royaume. Yuri a rétorqué que ce qu'il essayait de faire était précisément le devoir d'un royal. Avec un soupir, le deuxième prince a affirmé qu'il comprenait enfin l'état d'esprit de Lilbro. Avec une étincelle dans les yeux et une nouvelle appréciation de la vie, il a promis de protéger le palais pendant l'absence de Yuri. Puis le crétin s'est enfui avec son allure anormale. À ce stade, Yuri serait soulagé si cet imbécile ne causait pas de problème, et encore moins s'il protégeait leur maison. Au sujet de quitter la maison, le troisième prince a demandé à son ami et instructeur de longue date, Bernard, s'il était inquiet pour sa sécurité. Le démon de l'épée estime que tant que le gamin ne fait rien de trop imprudent, il reviendra en un seul morceau. Sachant à quel point le vieil homme est généralement critique, c'est une évaluation assez généreuse. Pourtant, il a exhorté le troisième prince à toujours être vigilant et prudent. À l'époque où il était un démon de l'épée, Bernard a appris à quel point il était difficile de traiter avec les Ors.
Ces gros enculés sont plus forts et plus méprisables que vous ne le pensez. Il a averti le gamin de faire attention aux ors portant un drapeau en lambeaux sur leur dos. Ces choses viennent de World of Warcraft. Ce sont des orvols, un sous-ensemble de bêtes particulièrement féroces et puissantes. Yuri a assuré à son entraîneur que tout irait bien. Après tout, il a ses propres méthodes. Interrompant leur conversation, Ina a fait irruption dans la salle d'entraînement en essayant de reprendre son souffle. Elle est venue informer son maître que l'invité de Yuri était arrivé avec cette chose qu'il avait commandée. Il a un plan pour ce raid d'or condamné à l'échec, un plan très spécial. L'invité, Ina, l'a informé qu'il était assis dans le bureau de Yuri en buvant du thé. Lorsque le troisième prince est entré, le vice-président de la guilde marchande d'Hélène, Guillermo, s'est levé et a présenté une salutation respectueuse. Yuri pensait qu'il rencontrerait Hélène aujourd'hui, mais sa dame est actuellement sur la route, donc le vice-président a dû intervenir comme substitut. Même avec le succès de leur guilde marchande au cours des 5 dernières années, elle préfère toujours effectuer elle-même des trajets de produits dangereux. Elle dit que c'est ce qu'elle fait le mieux. Eh bien, Guillermo n'est pas venu ici les mains vides. Il s'est procuré et a livré l'objet spécial de Yuri. Le troisième prince a ouvert avec enthousiasme la boîte ornée, et enfin, l'ensemble de 4 dagues, Elmentarian, était maintenant en sa possession. Guillermo a fait beaucoup d'efforts pour obtenir cet ensemble, et il ne s'attendait pas à un prix aussi exorbitant pour des dagues décoratives. Mais ces choses ne sont pas purement décoratives. Ce sont des artefacts imprégnés d'une grande magie ancienne. En voyant la manipulation du mana du troisième prince en action, Guillermo a failli faire dans son pantalon. Pour taquiner davantage l'homme, Yuri a lentement amené sa pointe près du visage de l'homme. Pause. Lorsque la lame a été retirée, Guillermo a poussé un soupir de soulagement. L'utilisation du mana du prince est tout simplement à un autre niveau. Soudain, une silhouette sombre est entrée dans la pièce. C'était rapide et silencieux. Yuri a aperçu quelque chose du coin de l'œil, mais Guillermo n'en savait rien. L'arrivée de cette ombre a incité Yuri à renvoyer l'homme d'affaires. Dans quelques jours, il veut un rapport exhaustif sur la façon dont l'Empire se prépare pour le raid. Lorsque Guillermo est enfin hors de vue, Yuri s'affale sur le canapé et demande à quelqu'un de sortir de l'ombre. Lentement, Asana s'est matérialisée derrière lui, vêtue de son habit d'assassin. Tout d'abord, il voulait savoir si leur problème de Goryeau avait été résolu. Comme le patron l'a ordonné, Asana a envoyé à ce prêteur sur gage un avertissement très convaincant. Elle a laissé un message fermement formulé à ce salaud pour qu'il reste dans son domaine au milieu de la nuit. Yuri a dû intervenir car ce rat d'argent continuait d'essayer de s'en prendre à l'argent d'Hélène. En se rendant dans cette pièce, Asana a entendu les serviteurs parler de ce patron à elle qui rejoignait l'armée de l'Union. Avec inquiétude, elle l'a exhorté à être prudent là-bas. Elle donne l'impression qu'il part seul en territoire ennemi. Eh bien, ce n'est pas le cas car Asana se joindra à ce voyage à venir. Quand on lui a demandé si elle pouvait suivre, l'expression impassible d'Asana s'est transformée en un magnifique sourire. N'importe où est mieux que d'où elle vient. Elle sera aux côtés de son maître, même en temps de guerre. Quelques jours plus tard, le jour de la marche était enfin arrivé. Avant de partir, le prince héritier Cédric a cherché son petit frère pendant qu'il ajustait sa nouvelle armure noire. Avec une profonde inquiétude, tout ce qu'il demande à Yuri, c'est de prendre soin de lui là-bas. Le troisième prince a plaisanté avec confiance qu'il était invincible. Sur les lignes de front, il prévoit de redorer l'image de Briol. Il a renvoyé l'inquiétude pour les yeux de son grand frère qui s'aggravait depuis qu'il était plongé dans ses livres tous les jours. Avant de se séparer, Cédric a serré son petit frère dans ses bras, espérant que ce ne serait pas long avant qu'il ne se revoie. Yuri a promis qu'il serait bientôt de retour. Les trompettes de guerre ont retenti, attirant l'attention de chaque soldat. En haut de la plateforme, le roi Fior se tenait devant ses compatriotes pour signaler le début de la cérémonie. Le commandant de l'armée partante a gravi les marches recouvertes de moquettes avec la plus grande confiance. Le troisième prince du royaume, vêtu de sa nouvelle armure brillante, avait l'air impressionnant. Parlant en tant que père, Fior a demandé à son fils s'il ressentait de la nervosité. Il a demandé au jeune homme de se retourner et de regarder les hommes qu'il dirigerait dans cette campagne. Tous les soldats de brioche alignés sur la place de la ville sont des vies précieuses qu'il doit porter sur ses épaules. En réalité, tout le monde dans cette armée ne pourra pas revenir vivant. Cependant, Yuri est déterminé à faire en sorte qu'il ne connaisse pas une mort pitoyable comme dans sa vie passée. Pour une dernière fois, le roi demanda à son fils s'il était prêt à assumer une responsabilité aussi énorme. Avant qu'il ne puisse répondre, le roi Fior avait déjà quitté l'estrade alors que l'atmosphère sur la place de la ville devenait insupportablement hostile. Yuri regarda l'homme en face de lui et ressentit une intention meurtrière si épaisse et vicieuse. Son corps trembla, refusant de bouger de l'endroit où il se tenait. Il sentit instinctivement que la chose qui s'approchait de lui voulait son sang. C'était la personnification de la mort elle-même. Alors que l'avatar sombre levait sa lame, Yuri pouvait dire que tenter d'esquiver entraînerait une mort douloureuse. Heureusement, le troisième prince n'avait jamais relâché ses efforts lorsqu'il s'agissait d'entraîner son corps et son esprit à de telles situations. Utilisant la méthode de mana de l'ancêtre, il stimula son noyau pour combattre l'emprise paralysante de la terreur. Il tira soigneusement sa lame et adopta une posture défensive stable. Au lieu d'attendre et de laisser la frappe donner le tempo,
il utilisa la coupure qui tranche l'âme pour rencontrer la lame de la mort. Sur la plateforme, père et fils croisèrent le fer dans une impasse. Avec un sourire satisfait, le roi Fjord félicita son garçon pour un travail bien fait. Cette frappe d'épée servira de lettre de départ à Yuri. Le roi Fjord n'est pas du genre à organiser des cérémonies plus longues qu'elles ne devraient l'être. Tout ce qu'il demande, c'est que son fils revienne vivant. Comme un vétéran chevronné, Yuri Briol tourna son attention vers les hommes qu'il allait mener dans les profondeurs de l'enfer. Il leva son épée, et ses soldats commencèrent à scander son nom avec passion. Avec la plus grande conviction, il demanda à ses soldats de lui accorder leur confiance et leur foi. La bannière est levée et les lames sont tirées. Il est temps pour les soldats de Briol de marcher. À la frontière, la nouvelle du départ de Yuri atteignit les oreilles d'une certaine personne. Dans le donjon, des ors sont gardés captifs à des fins de recherche. Le comte Sidor, la vaillante première ligne de défense du royaume, a hâte de rencontrer le prince promis après 5 longues années.